Alors, on n'est pas complètement synchronisé. On refait. 1, 2, 3. Ah, on commence à l'unisson. Allez, c'est pas ce mec. Allez, merci. Donc là, cette conférence a pour thème la permaculture et les interactions. Moi, je marquais les connexions parce que je marque ce que je veux. Et donc là, l'idée, ça serait donc une conférence pendant peut-être, je crois qu'on doit rendre la salle à 9h30, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? Donc peut-être 45 minutes de présentation, et après, j'aimerais bien qu'il y ait pas mal d'interactions, de questions et tout ça. L'interaction, c'est le thème de la soirée. Donc la permaculture et les connexions. On va commencer par observer un petit peu la nature. Donc il y a tout un tas de connexions qui existent dans la nature, notamment celle des plantes et des champignons. Donc la majorité des plantes coévoluent avec des champignons. On appelle cette coévolution, on appelle ça les mycorhizes en fait. Myco de champignons et rhizes des racines. Et en fait, la plupart des plantes sont faites pour vivre connectées à des champignons. Et ce qui se passe, donc les champignons, souvent ce qu'on appelle champignons, c'est juste la partie aérienne qu'on va récolter pour manger. En fait, la plus grande partie du champignon, c'est ce qui se passe sous terre, le mycélium. Ce sont des fins filaments blancs qu'on peut trouver en forêt. Il suffit d'aller en forêt, soulever un petit peu, on voit des filaments blancs un petit peu partout dans le sol. Et donc les plantes sont connectées à ces mycorhizes, quasiment toutes les plantes, à part quelques exceptions. Et grâce à cette connexion, en fait, ce qui se passe, c'est que pour 1 mètre de racine, il peut y avoir jusqu'à 1000 mètres de filaments mycéliens, donc de filaments qui explorent le sol. Quand on sait qu'un blé, à peu près, il y a plusieurs kilomètres de racines pour un seul plant de blé, quand il est connecté à des mycorhizes, ça fait énorme. Donc cette connexion est vraiment très très importante. Et du coup, en fait, une plante, elle peut explorer grâce à cette connexion des quantités de sol assez hallucinantes. Donc ça permet d'explorer énormément le sol. Il faut savoir aussi que les champignons, ce sont des éponges. Donc quand il pleut en forêt, ces champignons se gorgent d'eau et du coup ils restituent de l'eau pour les plantes. Les plantes en forêt n'ont pas besoin d'arrosage, elles se débrouillent toutes seules grâce à cette connexion avec les champignons et les mycorhizes. Ça permet également de débloquer le phosphore. Donc en agriculture, je ne sais pas si vous le savez, souvent on cherche à avoir des engrais pour pousser des plantes, des engrais NPK, donc azote, phosphore, potasse. Et il faut savoir que ces champignons, eux, sont capables de capter le phosphore sur de très grandes distances et le donner aux plantes. Ils sont également capables de capter la potasse qui est dans le sol. La plupart des sols, en fait, sont suffisamment riches en potasse pour qu'on n'ait pas besoin d'en rajouter. C'est juste que souvent, cette potasse, elle n'est pas accessible pour les plantes. Elle est sous forme minérale et les plantes n'arrivent pas à l'assimiler. Les champignons, eux, sont capables d'aller dans les cristaux, de débloquer cette potasse et de la donner aux plantes. Tout ce qui est vivant est rempli de phosphore. Vous-même, vous êtes plein de phosphore. Et toute la vie en fait est pleine de phosphore, et les champignons sont capables d'attraper ce phosphore et de le redonner aux plantes. Donc en gros, on n'a quasiment pas besoin d'utiliser des engrais, pourtant dans le monde agricole, on passe notre temps à rajouter des engrais parce qu'on oublie cette connexion plante-mycorhizes. Dès que les plantes sont sorties de l'eau, en fait, elles ont été directement connectées avec ces champignons. Il y a un autre truc qui est assez important qu'on découvre de plus en plus, c'est un monde qu'on est en train de découvrir, c'est la communication des plantes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais les plantes, elles communiquent de façon gazeuse. Ça, c'est un mode de communication. Mais celui-là sur lequel je vais m'intéresser maintenant, c'est plutôt le mode de communication grâce aux mycorhizes. Donc, une plante, elle est connectée à des filaments mycéliens dans le sol, mais ces filaments mycéliens dans le sol, ce mycélium, est également connecté à d'autres plantes. Et du coup, on s'est rendu compte que les plantes arrivaient à communiquer grâce à cette connexion souterraine. Il y a un spécialiste des champignons qui s'appelle Paul Stamets qui fait la comparaison entre les mycélium et les champignons dans une forêt à une connexion Internet. En fait, c'est comme un grand réseau où toutes les plantes sont interconnectées grâce à ces mycorhizes sous terre. Donc, un exemple de communication qui peut être très très intéressant, notamment quand une plante se fait attaquer par une maladie, un parasite, un truc qui va la grignoter. Souvent, elle va développer une défense pour résister à ce problème. Par exemple, une salade, par exemple, quand elle se fait souvent attaquer par des limaces, c'est un truc qui arrive très très fréquemment, elle se met à changer sa sève, elle devient beaucoup plus résistante. On voit que dans des grosses laitues, les limaces vont dormir à l'intérieur, elles vont sortir pour aller manger autre chose, elles n'attaqueront plus cette laitue-là. En fait, elle a changé sa sève pour devenir résistante et être moins intéressante pour les limaces ou les escargots ou peu importe. Et en changeant cette sève, il y a un message qui s'appelle l'ARN qui est transmise
sous terre grâce à ces mycorhizes, et les laitues d'à côté, qui ne sont pas encore attaquées par les limaces, se mettent elles aussi à développer cette sève, et du coup ne se font pas attaquer par les limaces. Donc ça c'est juste un exemple. Une petite pause de suspense. Mais c'est pareil pour tout un tas de maladies en fait. Une plante, quand elle se fait attaquer par des maladies, elle développe spontanément des résistances, et ces résistances en fait elles passent grâce aux mycorhizes, et donc elles se va sur d'autres plantes. On se rend compte également qu'il y a des communications entre différentes espèces de plantes. C'est pas forcément une laitue qui va communiquer avec une autre laitue, mais on se rend compte également que des plantes qui ne sont pas du tout de la même famille peuvent communiquer parce qu'elles comprennent le même message en fait. Donc ça c'est un exemple de connexion, d'interconnexion. On peut se demander pourquoi est-ce que les champignons font ça, pourquoi est-ce qu'ils vont si profond choper des minéraux et les donner aux plantes. C'est une question qu'on peut se poser, mais en fait c'est parce que ces champignons, eux, ils ne sont pas capables de faire ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc en gros la photosynthèse, c'est les plantes en fait qui attrapent de l'eau avec des sels minéraux apportés par les champignons, ils la remontent dans leur feuillage, ils font de la photosynthèse, et après ils redescendent de l'eau avec des sucres, et ils distribuent des sucres aux champignons. Donc en fait c'est une connexion qui est gagnant-gagnant, en fait les deux sont gagnants. Et en fait quand on connaît un petit peu également la photosynthèse, c'est pas vraiment les plantes toutes seules qui font la photosynthèse, elles font de la photosynthèse grâce à une connexion avec des bactéries qui vivent dans le feuillage des plantes. Donc en fait une plante c'est vraiment tout un tas d'interconnexions et de relations assez hallucinants. Il y a d'autres, bon, ça c'est les champignons, ça c'est un exemple. Après il y a également les bactéries. Il faut savoir que tout ce qui est vivant sur Terre est en symbiose en fait avec des bactéries. Nous-mêmes, on a plus de bactéries dans notre corps que ce qu'on a de cellules en fait. Et tout ce qui est vivant est rempli de bactéries sur notre peau, à l'intérieur de nous. On est vraiment dépendant des bactéries, et c'est la même chose pour tout ce qui est vivant. Donc il y a des trucs très intéressants qu'on utilise souvent dans le jardinage. Ce sont notamment les plantes qui sont la famille des fabacées, qui sont capables d'attraper l'azote de l'air et de le remettre dans le sol. Parce qu'une plante, pour pousser, comme je disais tout à l'heure, elle a besoin de ce qu'on appelle azote, phosphore, potasse. En fait, elle a besoin de beaucoup d'autres choses. En général, on s'intéresse que à l'azote, phosphore et à la potasse. Et donc l'azote, en fait, l'atmosphère qui nous entoure est composée à 78% à peu près de diazote. Ces bactéries sont capables de l'attraper, de le donner aux plantes. Et du coup, c'est une connexion vraiment, vraiment intéressante. Du coup, en général, quand on jardine, toutes ces connexions-là, on les ignore, et on passe notre temps à les détruire, notamment en labourant. Quand on laboure, en fait, on détruit ce qui se passe dans le sol, donc on détruit les champignons, on détruit les bactéries qui vivent. La plupart des bactéries, en fait, elles ont des milieux spécifiques, c'est-à-dire qu'il y a des bactéries en profondeur qui ont besoin de vivre sans air. Dès qu'on laboure, qu'on travaille la terre, on met ces bactéries en surface et elles meurent. Et inversement, il y a des bactéries qui vivent à la surface, et dès qu'on laboure, on les met en profondeur et elles meurent également. C'est pareil pour les champignons et c'est pareil pour tout un tas de choses. De la même manière, quand on met un engrais dans notre sol, en fait, une plante, quand elle est nourrie directement avec des engrais, elle se sépare de ses champignons, en fait. C'est-à-dire qu'une plante, si on lui met un engrais liquide directement assimilable, ou un engrais en poudre, ou peu importe l'engrais qu'on lui met, en fait, elle aura moins intérêt à être connectée à des champignons, et elle va s'en débarrasser. Et du coup, en quelque sorte, on crée le problème, en fait. En nourrissant nos plantes, la plupart du temps, on crée un problème, on crée des plantes qui ne sont pas du tout autonomes. Donc là, j'ai noté tout un tas de petites solutions toutes bêtes pour avoir un sol vivant et avoir tout un tas de connexions. Donc laisser le sol tranquille, le plus possible. Après, parfois, on a intérêt à faire quelques petites actions sur le sol, mais le plus possible, le laisser tranquille pour favoriser un peu toutes ces connexions et pour que ça fonctionne bien. La nature, c'est comme ça qu'elle fonctionne, en fait. Il suffit d'observer ce qui se passe et on se rend compte que ça marche très très bien sans notre impact. Essayez autant que possible de laisser couvrir la terre, en fait. Un sol à nu, il a tendance à s'abîmer, notamment par le rayonnement du soleil qui le brûle, le froid qui tue tout ce qui est vivant, la pluie qui l'érode.
un gros suspect. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, quand on couvre le sol, c'est également de la nourriture pour tout ce qui est vivant dans notre sol. Voilà. Par exemple, les champignons dont je parlais tout à l'heure, les champignons mycorhiziens, on se rend compte qu'ils ont besoin d'énormément de carbone pour pouvoir se nourrir, de lignine. Et cette lignine, on la trouve dans la matière organique que l'on va mettre sur notre sol. J'ai également marqué l'éviter de mettre des pesticides. Parce que quand on met des pesticides, même en agriculture biologique, on utilise tout un tas de pesticides pour tuer les champignons, notamment la bouillie bordelaise. Un, deux. C'est le micro qui posait problème. Est-ce que tu crois que je peux continuer? Est-ce que tout le monde m'entend là? Oui. Ouais. C'est vrai? C'est bien? Vous mentez pas? Du coup, qu'est-ce que je raconte? Découvrir la Terre, ça c'est bon. Donc, il y a un truc tout bête aussi auquel on ne pense pas forcément, c'est qu'en général, en agriculture, on a récupéré toutes les meilleures terres pour faire de l'agriculture. Et toutes les terres les plus ingrates, qui étaient en pente, qui étaient trop pierreuses, qui n'étaient pas vraiment intéressantes. Vous me dites si je parle pas assez fort, vous... Je sais pas quoi, un geste. Un plus fort, ce serait bien. Et du coup, toutes les terres les plus ingrates, on les a laissées à l'abandon. Les meilleures terres, on les cultive en fait. Et on se rend compte que toutes ces meilleures terres que l'on cultive, ce sont elles maintenant qui sont complètement dégradées. Et toutes les terres les plus ingrates, en pente, abandonnées, ce sont elles maintenant qui sont devenues les plus fertiles. Juste parce qu'on a fait une chose, on a arrêté d'y toucher, quoi. Donc on a tout intérêt à arrêter de toucher notre sol, arrêter de le labourer au maximum, arrêter de le mettre à nu au maximum, arrêter de lui mettre des engrais au maximum, arrêter de lui faire des traitements, même si on veut prendre soin. En fait, parfois c'est comme un cercle vicieux en fait. Quand on a une plante, on a envie d'en prendre soin, du coup on va la soigner avec de la bouillie bordelaise ou un traitement anti-champignon, ou un traitement anti-puceron, ou un traitement anti ce que vous voulez. Et en fait, ce qui se passe quand on fait ça, c'est que notre cuivre, enfin la bouillie bordelaise c'est du cuivre en fait. On l'utilise parce que ça tue des champignons. Et du coup, en traitant notre plante pour tuer les champignons pathogènes, ce cuivre finit dans le sol, qui détruit les champignons qui sont plutôt bénéfiques. Et du coup, on a des plantes qui sont faibles et qui vont tomber malades. Du coup, c'est plutôt un cercle vicieux, quoi. Donc on a tout intérêt à apprendre nos plantes à devenir résistantes sans aucun traitement pour qu'elles soient résistantes sans aucun traitement, tout simplement. Laisser faire la nature, en fait, on a souvent des envies d'intervenir. Quand on arrive dans un lieu, on est très interventionniste, en fait, on a envie d'agir, et parfois, du coup, on ne laisse pas la place à la nature. Il y a un truc tout bête, c'est les mauvaises herbes, en fait. Généralement, quand on arrive sur un lieu, quand on jardine, le truc classique, c'est de vouloir supprimer les mauvaises herbes. Et même parfois, on veut supprimer les mauvaises herbes, ce qu'on appelle mauvaises herbes, et on se dit, à la place, je vais y mettre des engrais verts, c'est des bonnes herbes, du coup. Et souvent, en fait, les plantes les plus adaptées, les plus à même d'améliorer notre sol, ce sont les plantes qui poussent spontanément sur notre sol, en fait. Quand on a un sol qui est trop compacté, spontanément, il y a des plantes qui vont le décompacter, qui vont y pousser. Quand on a un sol qui manque d'azote, on a des plantes qui apportent l'azote, et ainsi de suite. Du coup, les plantes les plus à même à soigner notre sol, ce sont les plantes qui poussent spontanément sur notre sol. C'est ce qui se passe dans la nature. Il y a un autre phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est que la nature, c'est un peu général ce que je vais raconter, parce que la nature, elle en fait des trucs. Mais notamment, la nature, ce qu'elle fait dans les terres qui nous entourent, c'est qu'elle aspire à devenir forêt. À peu près n'importe quel terrain dans le coin, en France, en Europe et dans pas mal d'endroits, si on arrête d'y toucher, il y a une forêt qui va pousser spontanément grâce à ce qu'on appelle les successions végétales. Donc il y a des herbes le sol à nu, on le laisse à nu, vite il y a des plantes qui vont pousser rapidement, qui vont essayer de vite couvrir le sol pour le protéger, pour nourrir la vie du sol et pour qu'il y ait toutes ces interconnexions dans le sol. Alors que nous, quand on se bat avec ces herbes-là, c'est elles qu'on appelle mauvaises herbes. C'est des herbes à croissance rapide qui vont vite coloniser le sol. Eh ben, on en reste toujours à cette étape-là, et c'est un cercle, ça ne s'avance pas en fait, on est toujours bloqué à cette étape-là. Si on travaille plutôt avec ces herbes qui sont en train d'améliorer notre sol,
eh ben, on va pouvoir avoir tout un tas de connexions tout à fait intéressantes. Et donc voilà, la terre à nu pour arriver à la forêt, elle passe par les étapes qu'on appelle les successions végétales, donc les plantes à croissance rapide, ensuite des plantes un peu plus buissonnantes, ensuite les arbres pionniers, et ensuite les espèces climatiques. Les espèces, le climax, le top de la forêt. C'est-à-dire qu'au début, il y a des arbres qui poussent rapide, et après, on a plutôt des chênes, des trucs comme ça par ici. Du coup, autant que possible, après je dis pas qu'on ne doit jamais rien faire, mais autant que possible, laisser travailler la nature, utiliser cette force qui est vraiment colossale, qui tend vers la forêt, et essayer de s'intégrer, de travailler avec elle pour arriver à avoir des productions. Et favoriser, bien entendu, la diversité au maximum. Donc quand en fait, on se rend compte qu'il y a tout un tas de connexions assez hallucinantes auxquelles on n'a pas du tout accès quand on fait de la diversité, quand on cultive la diversité déjà. C'est-à-dire que si on n'a qu'un rang de choux, si on a un problème sur nos choux, tous nos choux auront le problème. Alors que si on cultive des choux avec, je dis n'importe quoi, des pommes de terre et par-dessus on y met un petit arbre, un noisetier par exemple, si on a le problème sur les choux, on aura quand même nos noisettes et... Qu'est-ce que j'ai dit là? Les pommes de terre. Donc on a tout intérêt à avoir cette diversité-là, mais on a également tout intérêt à laisser la diversité des plantes sauvages. C'est-à-dire qu'on se rend compte de plus en plus, parfois on est triste parce qu'il y a de moins en moins d'oiseaux, parce qu'il y a de moins en moins de papillons, parce qu'il y a de moins en moins de tout un tas de biodiversité, mais c'est peu souvent qu'on se pose la question de qu'est-ce que mangent tous ces animaux. Et en fait, ils mangent les plantes sauvages qu'on est en train d'arracher en permanence parce qu'on veut des terrains propres. Et du coup, si on veut avoir des champs ou de la nature avec des oiseaux, il faut laisser des plantes sauvages qui vont faire des graines qui sont les plus adaptées pour nourrir les oiseaux. Les oiseaux, ils sont pas faits pour manger les boules de graisse qu'on peut acheter dans les jardineries. C'est pas fait pour manger ça, c'est un peu comme si on leur accrochait du McDo partout. Et alors qu'en fait, ils ont fait par une alimentation hyper équilibrée avec les plantes qui poussent sauvages. Mais nous, on passe notre temps à les tuer parce que on pense qu'il faut avoir des terres à nu pour cultiver. Si vous n'êtes pas d'accord, on aura un temps questions-réponses pour débattre. Non. Il y a un truc sur lequel j'aime bien. Donc toujours dans les connexions, les interconnexions, et du coup il y a des connexions avec ce qu'on appelle les nuisibles. Méchants. J'en ai noté, j'en ai passé quelques-uns, je pense que j'en oublie plein, mais je pense qu'ils sont assez connus ceux-là. Les pucerons, les méchants pucerons. Donc les pucerons, souvent ils sont sur les rosiers, ou sur les fèves, ou sur tout un tas de plantes qui se sont attaquées par les pucerons, et du coup on veut les tuer. Alors pour les tuer, il y a tout un tas de techniques. Pour leur mettre du savon noir, ça les asphyxie, ils tombent par terre. Il y a tout un tas de stratagèmes pour s'en débarrasser. Et par contre, on aime bien les coccinelles. Les coccinelles, ça c'est cool parce que ça mange des pucerons. Mais si on tue tout le temps nos pucerons, en fait, on n'aura jamais de coccinelles. Et du coup, le fait de ne pas avoir de coccinelles fait qu'on aura des problèmes de pucerons. Donc les pucerons, on a tout intérêt à les garder. Les pucerons, c'est des animaux qui nourrissent énormément d'autres animaux. Il y a des pollinisateurs qui se nourrissent à l'état de larves que de pucerons. Les cirfes, par exemple. En fait, les pucerons, c'est la nourriture pour énormément de monde. Et si nous, on les tue, il ne faut pas s'étonner qu'après, on a d'autres problèmes qui apparaissent dans la chaîne. En fait, selon moi, il ne faut pas voir le monde avec des nuisibles et des utiles. Tous ces animaux font partie d'un grand tout, et si on en enlève un, on crée des problèmes plus grands. La limace ici, vous devez avoir des problèmes de limace, non? Ouais, je pense que c'est un climat à limace. Peut-être que j'ai des préjugés. On peut en donner. Bon, la limace, elle est hyper utile en fait. Bon, effectivement, elle mange des salades, tout ça. Mais c'est hyper utile. La limace, elle permet de créer du sol en fait. Elle mange la matière organique qui est mal décomposée, qui est en cours de décomposition, et elle permet de créer de l'humus. Elle permet la propagation de tout un tas de champignons. Les champignons mycorhiziens dont je vous ai parlé au début, un des moyens de se propager, de se répandre, c'est de passer dans l'intestin des limaces et de se propager comme ça. Elles évitent aussi la propagation des maladies. L'odium, c'est une maladie de taches blanches sur le feuillage. Quand les limaces ou les escargots préfèrent manger les feuilles malades plutôt que les feuilles en bonne santé, ou les plantes malades plutôt que les plantes en bonne santé. Et du coup, quand ces maladies passent dans l'intestin de la limace, elles sont détruites. En fait, elles font du nettoyage des jardins, elles permettent d'avoir des jardins sains et en bonne santé. Et si donc pareil que les pucerons, il y a tout un tas de stratagèmes pour les tuer. Des pièges à bière, des granulés machin, on met des planches, on les met dans un seau, on les jette chez le voisin.
voisin nous les rejette vraiment. Donc il y a tout un tas de stratagèmes, mais en fait, si on les laisse sur notre jardin et qu'on a un milieu couvert, comme je disais tout à l'heure, avec un sol couvert, rapidement on va avoir des autres bestioles qui vont venir s'installer, des carabes, c'est des petits scarabées qui mangent des limaces. Il y a vraiment tout un tas de crapauds, des oiseaux qui mangent des limaces. Il y a beaucoup de monde en fait qui mange des limaces. Et en plus, on met toutes les limaces dans le même panier, mais il faut savoir que une grande quantité de gastéropodes sont des grands mangeurs d'autres gastéropodes. Des fois, on les tue tous, mais c'est pas du tout très utile. Les geais, je sais pas s'il y a des geais ici, des geais. Ouais. Pareil, souvent considéré comme nuisible parce qu'ils mangent des fruits, mais en fait, c'est une symbiose entre les arbres et les oiseaux, parce que quand l'arbre n'a pas de fruits, puis se fait dévorer par des chenilles, par tout un tas de bestioles, les oiseaux passent leur temps à déparasiter les arbres, entre guillemets. Et quand les arbres ont des fruits qui font des cerises, des prunes ou que sais-je, les oiseaux prennent les fruits, les mangent, ils vont les disséminer un petit peu partout. C'est un moyen de propagation et de... En fait, c'est une synergie, quoi. Les arbres sont faits pour être connectés avec des jets. Et du coup, le jet, au lieu de l'embêter, moi, ce que je fais, en fait, quand j'ai des problèmes avec des oiseaux qui mangent toutes mes cerises, par exemple, mais je mets un autre cerisier, quoi. J'ai un cerisier pour moi, un cerisier pour les jets. Ce sont des animaux territoriaux, donc vous n'allez pas avoir une colonie de jets qui va arriver chez vous. Vous allez en avoir un certain nombre et il n'y en aura pas d'autres. Donc autant collaborer, rentrer en interaction avec eux. Au lieu de... Chez nous, les gens font des trucs pas mal pour s'en débarrasser. Ils en tuent un, ils le pendent à un bâton, ils le mettent en l'air. Et apparemment ça marche. En nuisible, il y a les campagnols, je ne sais pas si vous connaissez des... campagnols. Ils grignotent, mais en fait les campagnols c'est pareil, on se rend compte qu'ils font des galeries, ça permet à l'eau de pénétrer dans le sol, ça aère le sol, ça a tout un tas d'utilités. Les guêpes c'est pareil, souvent on les attache, ça pique, mais ça passe son temps. Une guêpe, dans sa vie, elle mange l'équivalent de 1000 mouches ou de 1000 chenilles. Donc si on tue des guêpes ou des demi-guêpes, ça veut dire qu'il faut tuer des milliers de mouches et de chenilles. C'est hyper utile. Le frelon c'est la même chose, c'est comme une grande guêpe on va dire. La pierride du chou, vous voyez les pierrides, ici j'imagine qu'il y en a peut-être sûrement pierrides. Papillons qui fait des chenilles sur les choux, on les tue, mais ces pierrides, elles sont pas toute leur vie en larve en train de manger des choux, elles font aussi de la pollinisation. Et après on peut s'étonner d'avoir des problèmes de pollinisation, mais on tue en fait des futurs pollinisateurs. Bon, je dis pas qu'il faut tout garder tout le temps, mais en tout cas il faut avoir un regard de se rendre compte que les animaux sont pas que des méchants, vilains, nuisibles. Du coup, il y a beaucoup plus de synergie qu'on l'imagine. Je pense qu'on a été... c'est mon impression qu'on a été vraiment formaté à voir le monde de façon un peu binaire, sous le mode de compétition, des gagnants, des perdants, un monde un peu pyramidal. Et du coup, quand on met une plante, s'il y a une autre plante à côté, on s'imagine que elle va prendre toute la bouffe pour l'autre, et du coup ça va pas marcher. Alors qu'il y a vraiment beaucoup plus de synergie que de compétition. Enfin, il y a de la compétition, mais pas autant que ce qu'on imagine. Par exemple, la composition d'une plante et son impact sur le sol. Quand une plante pousse, on a tendance à s'imaginer qu'elle prend des trucs dans le sol et elle pousse, et du coup, en quelque sorte, elle vide notre sol, elle épuise notre sol. En tout cas, c'est la vision de la plupart des agriculteurs ou des jardiniers. C'est comme ça qu'on s'imagine la chose, mais en fait, quand on observe une plante, la composition d'une plante, plus de 95% de ce qui fait la plante a été pris dans l'air ou dans l'eau. Elle prend très peu dans le sol. Et quand elle va mourir, elle va se dégrader sur le sol et elle va créer du sol. En fait, ce sont les plantes qui créent le sol. Elles ne sont pas en train de le vider, elles sont juste en train de le créer, le sol. Donc, alors, c'est pas forcément très connu dans le monde agricole, ça. Mauvaises herbes, succession végétale et écologique, ça j'en ai parlé. Ouais, c'est vrai que j'ai juste parlé de la succession végétale, c'est-à-dire que les plantes, après il y a d'autres plantes qui arrivent après, mais ça implique également, comme chaque plante est faite pour cohabiter avec un nombre d'animaux, il y a une succession écologique, et en fait, plus on a de diversité dans les plantes, rapidement, plus on aura une très grande diversité aussi chez les animaux. Et une autre preuve, entre guillemets, que la nature tend plutôt à faire de la coopération que de la compétition, c'est qu'à la base, tout était organisme unicellulaire, et très rapidement, en fait, on est passé sur des organismes multicellulaires, du coup, c'est des collaborations depuis le départ, en fait. Du coup, même en dehors des jardins, on pense souvent en termes de compétition. Je surveille un peu l'heure, vite fait. Notamment avec les systèmes pyramidaux. Hein. Généralement, il y a un patron, des subalternes, des autres en dessous, des employés lambda. Donc pyramidal. Même dans le monde associatif, ça arrive très souvent.
qui est un président, trésorier, secrétaire, les adhérents, les sympathisants, ceux qui ne connaissent pas. Et on visualise souvent comme ça, et ça va, même à l'école on apprend ça, quand il y a les premiers, les deuxièmes, et forcément du coup il y a les derniers. Et on est assez sur un mode comme ça, on voit pas, enfin tout n'est pas tout le temps de façon horizontale, alors qu'il existe tout un tas d'outils assez performants pour permettre la collaboration, un petit peu comme ce qu'on voit dans la nature, de façon un peu plus horizontale en fait. De la même manière que les plantes et les champignons, il n'y a pas la plante qui domine les champignons ou les champignons qui dominent les plantes, c'est juste qu'ils sont en collaboration, et si la plante va bien, le champignon ira bien, et inversement. Par rapport à ce qui est humain, il y a tout un tas d'outils très intéressants que l'on rentre dans ce qu'on appelle la permaculture humaine. Parce que la permaculture, ce n'est pas que du jardin, c'est également tout un tas d'autres choses. Et il y a des choses assez intéressantes, notamment dans la communication, c'est ce qu'on appelle la communication non violente, qui permet en fait d'avoir des interactions plus facilement avec les autres personnes qui nous entourent. Parfois, sans se rendre compte, en fait, on a une façon de communiquer qui peut être violente. Quand on dit à quelqu'un qu'elle fait toujours ceci ou elle fait toujours cela, de façon un peu négative, en fait c'est assez violent parce que déjà, généralement, cette personne ne fait pas toujours ce qu'on veut dire qu'elle fait, quoi. Il y a bien une fois ou deux, elle n'a pas fait. Donc nous-mêmes, on n'est pas vraiment juste quand on dit ça. Et du coup, ça ne permet pas forcément d'avoir des bonnes relations. Donc dès le départ, dans notre façon de communiquer, c'est pas toujours évident. Quand on dit à quelqu'un qui est toujours en retard, à mon avis, c'est pas vrai. Il y a souvent une ou deux fois qu'il n'est pas en retard. Enfin, j'imagine peut-être qu'il y en a vraiment. Il y a tout un tas d'autres choses. Il y a ce qu'on appelle la sociocratie. Il y a vraiment tout un tas de trucs intéressants. Et parfois, on regarde aussi le modèle de la forêt comme une communauté d'arbres, en fait, pour faire un peu une vision par rapport à comment on pourrait fonctionner notre communauté. C'est-à-dire que quand on regarde une forêt, c'est tout un tas d'organismes qui arrivent très bien à coévoluer, qui grandissent très bien ensemble. Et il n'y a pas de chef dans une forêt. Il n'y a pas l'arbre chef qui dirige la forêt. Toute la forêt fonctionne en interaction avec son biotope proche, sans qu'il y ait forcément de chef. Et du coup, il y a tout un tas d'outils qui s'inspirent de ces phénomènes-là, notamment la sociocratie. Je vous invite à farfouiller par ce que c'est sur la sociocratie, mais c'est en fait éviter qu'il y ait un organisme, un chef qui dirige beaucoup de monde. Donc voilà. Par contre, dans la nature, il existe également des compétitions. L'idée, c'est pas de dire qu'il n'y a que les coopérations, il y a également un petit peu de compétition. Hein. Quand il y a un lion qui court après une gazelle, il y a une forme de compétition qui se met en place. Il y en a qui va perdre. Hop. En permaculture, il y a tout un tas de principes. Je ne vais pas tous vous les faire. Hein. Il y en a un qui dit intégrer plutôt que séparer. Quand on fait une conception, en général, on a tendance à séparer les choses. C'est-à-dire qu'on se dit, à cet endroit-là, je vais mettre, qu'est-ce que j'ai marqué là, ma maison. À cet endroit-là, je vais mettre ma serre. À cet endroit-là, je vais mettre mon verger, ma mare, mon potager. On a tendance à séparer les choses, à les cloisonner comme ça. En permaculture, on va essayer plutôt de faire en sorte qu'il y ait des interactions avec tous ces éléments-là, pour les rendre plus efficaces, les uns collés ensemble, avec les autres. Par exemple, donc là j'ai mis la maison et la serre. Si on a une maison et qu'au sud de notre maison, on met une serre, la serre en chauffant, elle va chauffer notre maison, et quand on va chauffer notre maison, ça va chauffer la serre. Donc ces deux éléments, si on les colle ensemble, ils sont vraiment beaucoup plus efficaces que si on les sépare. Donc une des façons de faire en permaculture, c'est essayer de recréer des connexions pour que ça fonctionne mieux ensemble. J'ai mis le poulailler pareil, le poulailler s'il est collé à la serre, les poules vont rentrer dans la serre, elles vont dormir et pondre dans la serre, elles vont chauffer la serre va chauffer les poules, ça fait qu'il y aura moins de baisse de ponte en hiver, et puis voilà. Bon voilà, tout un tas pareil, le verger, le potager, si on met le verger au-dessus du potager, c'est vraiment hyper intéressant. Les arbres protègent le potager du froid. En fait en forêt, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on va se promener en forêt en hiver, il fait moins froid qu'en plein champ. Parce que les arbres, en fait, là, les arbres sont des clims, en fait. Et en été, c'est pareil, quand il fait chaud, on va se promener en forêt, il fait plus frais qu'en plein champ. Donc les arbres, ce sont vraiment une super clim qui protège le potager en dessous. La mare, c'est la même chose. La mare, si on a une maison un peu sombre, on met au sud de notre maison un peu sombre une mare. Quand le soleil est bas en hiver, il va se refléter dans la mare, il va pénétrer dans la maison, ça va permettre de chauffer et d'éclairer un peu mieux la maison, ou la serre, ou tout ce qu'on veut en fait. L'idée, voilà, c'est de voir les éléments et les faire rentrer en interaction plutôt que de façon séparée comme on a tendance à le faire souvent. Là, j'ai quelques petits exemples. Donc ça, c'est ma maison
C'est mon ancienne maison, du coup, vu qu'on a quitté le Var et qu'on part en Corrèze. C'était ma maison qui était en terre. Donc là, déjà, l'idée, c'est d'utiliser la terre juste là pour faire une maison. C'était hyper efficace parce que la terre, notamment, ça accumule la chaleur. Donc, à la fin de la journée, la terre rediffuse la chaleur dans la maison. Au sud de cette maison, j'avais mis une petite serre. Du coup, quand le soleil est bas en hiver, il tape sur la serre et chauffe la maison. Tous les arbres qui entouraient ma maison, c'était également ma clim. En fait, c'était mon isolation. Le fait d'avoir des arbres autour de la maison, ça me permettait d'avoir une maison protégée du vent, protégée du soleil en plein été, protégée vraiment hyper efficace. Et en plus, ces arbres qui entouraient la maison, ils étaient aussi mon alimentation. C'est-à-dire que je mets des fruitiers. Il y a un truc, donc dans le sud de la France, il y a un problème très récurrent. Les gens souvent ne font pas de potager parce qu'ils imaginent qu'ils ont un problème de manque d'eau. Et c'est vrai, je crois que ça fait depuis juin qu'il n'a pas plu dans le Var, et les forêts elles ont cramé dans tous les sens, c'est vraiment de plus en plus inquiétant. Mais quand on connecte un petit peu la maison et le potager, on se rend compte que dans une maison, il y a plusieurs centaines de litres d'eau qui sont balancés dans le total égout ou dans des trucs qui créent des pollutions en fait. Hein. Parce que quand on balance l'eau dans le total égout, ça finit dans des stations d'épuration qui fonctionnent très mal, qui vont balancer ça dans des rivières, ça va créer des pollutions dans les rivières, et du coup ça crée des problèmes. Si on installe chez nous par exemple une phytoépuration, c'est un élément qui n'est pas très compliqué à faire. Ben déjà, on a plusieurs centaines de litres d'eau pour notre potager, on n'a plus de pollution, enfin, on crée une solution. Quoi. Un autre truc tout bête qui est pas mal également avec la maison et le jardin pour créer des interactions, c'est ce qu'on appelle les toilettes sèches. C'est un truc tout bête, les toilettes sèches. Souvent, le problème, c'est plutôt un blocage qu'on a dans nos têtes. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à aller faire dans les toilettes, on tire la chasse, ça disparaît que... imaginez faire ça dans les toilettes sèches, ça paraît un peu difficile. Mais il y a une phrase que j'aime bien qui dit qu'il y a-t-il un avenir pour une société qui s'obstine à acheter dans l'eau potable. On est très peu dans le monde à faire ça. On dépense une énergie colossale pour avoir de l'eau potable et nous on s'en sert pour faire des excréments, on tire la chasse, on crée une pollution. La toilette sèche fait qu'on n'utilise pas d'eau potable pour faire ça. On crée de la fertilité pour nos sols, on ne pollue pas les rivières. Voilà, un tout petit truc peut créer un truc hyper bénéfique. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a ma maison. Donc ça c'est la maison en hiver, la serre elle est en plein soleil, et la maison au printemps, en fait les arbres qui sont au-dessus ils font des feuilles, du coup la serre elle est à l'ombre, et du coup ça chauffe pas du tout la maison en fait. Donc on réfléchit aussi en termes de saison, et puis voilà. Les maisons en terre, je pense qu'il y en a quand même pas mal ici, c'est quelque chose d'assez hallucinant, vraiment hyper efficace. Par exemple, là maintenant on fait souvent des maisons en béton. Les maisons en béton c'est étanche, en fait le béton est étanche. Du coup, toute l'humidité quand la maison se colle au mur, on a des murs au nord qui sont hyper froids, qui sont assez peu sains. Les maisons en terre, ça respire, c'est vraiment beaucoup plus sain. Ah oui. Il y a quelques années, je faisais du maraîchage commercial. Donc je vendais des paniers de légumes, les gens venaient sur mon terrain, je vendais des paniers de légumes. Et j'avais fait en sorte de créer tout un tas d'interactions dans mon potager. Donc l'idée c'était de créer sur un petit espace, j'avais 4000 m². Pour l'agriculture c'est vraiment très peu. Je vivais de la vente de mes légumes et je ne travaillais pas le sol, je mettais aucun pesticide. Pesticide c'est un herbicide, fongicide, insecticide, tous les produits en ide, en fait c'est des trucs qui tuent quoi. Je mettais aucun engrais et j'avais des productions très satisfaisantes et en plus comme tout était en mélange, donc là c'est un potager commercial qu'on voit là, ça ressemble pas forcément aux potagers commerciaux qu'on croise le plus souvent. Et comme tout était mélangé, bon déjà un petit peu comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si j'avais une maladie qui arrivait sur mes tomates, elles se retrouvaient rapidement à côté d'un truc qui ne craignait pas la maladie, de l'ail par exemple ou de la ciboulette, et du coup aucune propagation de maladie. La plupart des insectes que l'on classe dans les nuisibles, ils se repèrent à l'odorat. C'est-à-dire que si on a un champ de choux, ils vont capter des kilomètres notre champ de choux. Notre champ de choux, il est mélangé avec tout un tas d'autres végétaux. Ils vont pas le capter, il y aura beaucoup moins de problèmes. Et en plus, quand je vendais mes paniers, donc les gens venaient sur le terrain pour acheter mes paniers, j'avais juste quelques mètres à faire pour faire mon panier. C'est-à-dire que là, j'avais les haricots, là, j'avais les courgettes, là, j'avais les tomates, j'avais quelques mètres à faire. Quand on sépare tout, quand on cloisonne les choses, quand on fait pas tellement d'interaction, et nous-mêmes, on a pas mal de distance à parcourir pour pouvoir s'occuper de l'ensemble pour pouvoir faire un panier, ne serait-ce que faire un panier et le vendre. Ça nous fait aller aux tomates là-bas, aux courgettes là-bas, aux haricots par là. Et en plus, quand on fait ça, notre sol il s'appauvrit parce que si on met que des plantes de la même famille dans un sol, il y a une quantité de minéraux qui vont être pris et qu'on va vendre parce qu'on vend des paniers et ça va appauvrir le sol. Si on fait des mélanges, des associations, en fait, notre sol il va s'améliorer d'année en année. Parce qu'il y a des légumineuses qui apportent l'azote, parce que telle plante est connectée avec tel champignon, et tout ça.
Du coup, il y a plein de définitions. Il y a au moins autant de définitions pour dire ce qu'est la permaculture que ce qu'il y a de personnes qui vont essayer de dire ce qu'est la permaculture. Là, j'en ai fait une petite. Donc, la permaculture est l'art de faire des connexions entre le jardin, l'habitation, les relations humaines, l'habitat, je viens de le dire, en fait, je ne dis pas ce que j'ai écrit, ainsi que tout ce qui peut combler nos besoins. C'est-à-dire qu'on essaye de tout faire en sorte que ça se connecte les uns avec les autres. On ne sépare pas tellement les choses. Tout ça en créant des systèmes qui prennent soin de l'homme, prennent soin de la terre et permettent de produire et partager les ressources. Ça, ce sont les 3 points éthiques de la permaculture. Prendre soin de la terre, donc d'un petit lopin de terre, mais également prendre soin de la planète. Prendre soin de l'homme en commençant par soi, notre famille, nos proches, et prendre soin de l'humanité dans son ensemble. Partager et produire les ressources. Moi, il y a un truc que j'aime bien dans cette idée de partage des ressources, c'est aussi, c'est aussi ce qui est la notion de sobriété. Sobriété, en fait, tout ce que moi-même je ne vais pas consommer, c'est aussi ce que je vais laisser aux autres. Ça fait penser, moi, dans le sud-est, en fait, les gens, comme les puits sont de plus en plus à sec par rapport au manque d'eau, donc les puits sont de plus en plus profonds pour choper de l'eau. Mais du coup, en puisant l'eau de plus en plus profond, on assèche les puits des voisins, qui eux-mêmes creusent de plus en plus profond, qui assèchent les autres puits d'avant. Comme on est en train de vider les nappes phréatiques, c'est parfois des poches qui sont stables depuis plusieurs milliers d'années. Quand on arrose ou quand on lave notre bagnole, on utilise de l'eau qui est là depuis 2000 ans. Donc, faire ça un peu avec précaution, tranquillement. Et en plus, chez nous, ce qui se passe, c'est comme on n'est pas loin de la mer, on se rend compte qu'il y a l'eau salée qui est en train de pénétrer, et du coup maintenant les forages au bord de mer sont de plus en plus salés, et du coup quand on arrose avec de l'eau salée, on abîme le sol, et c'est un cercle assez hallucinant. Il vaut mieux essayer de capter les eaux plus près de la surface. L'eau de pluie, c'est celle qui pose le moins de problèmes à capter, celle des rivières et tout ça, ça pose moins de problèmes, mais quand on va prendre de l'eau en profondeur, il faut le faire vraiment avec parcimonie, en réfléchissant, en ayant conscience que c'est de l'eau qui est là depuis 2000 ans peut-être, ou même plus. Du coup, souvent on s'imagine que la permaculture, du coup, c'est du jardinage. En fait, c'est vraiment pas du tout ça. C'est bien plus que juste du jardinage. Il y a un autre truc que je vous ai pas dit tout à l'heure avec la communication. Donc, la communication, je fais vite fait un petit aparté. Communication donc sous terre, comme je disais, avec les mycorhizes. Connexion entre différentes plantes. Du coup, quand une plante se fait attaquer par une maladie, même les forêts, on se rend compte que quand il y a un incendie de forêt qui arrive d'un côté de la forêt, les plantes commencent à changer leur sève pour essayer de survivre. Elles sont en train de faire redescendre leur sève, elles essayent de survivre, elles transmettent le message aux plantes d'à côté. Et du coup, on se rend compte que la forêt, elle se prépare elle-même à subir un incendie. Bon, c'est pas pour ça qu'elle survit tout le temps, mais en tout cas, elle est en train de se changer. Quand les animaux qui broutent, elles sont en train de changer leur sève. En fait, ce que j'ai pas dit, peut-être, c'est pourquoi est-ce que ce message est transféré. En fait, c'est que les champignons, ils utilisent la sève pour manger les sucres. Les sucres, les plantes font la photosynthèse, donnent des sucres aux champignons. Et ces champignons prennent de la sève pour récupérer les sucres. Et les champignons, eux, chopent des minéraux et le donnent à d'autres plantes. Et du coup, c'est comme ça que ce message est transféré de plante en plante. Et on se rend compte qu'il y a des connexions interspécifiques, qu'il y a ce qu'on appelle également les ponts mycorhiziens. Les ponts mycorhiziens, c'est par exemple une plante un vieil arbre qui est là, qui n'a pas besoin du tout d'eau. Il a quand même tout intérêt à avoir un biotope hyper diversifié autour de lui. Du coup, ces plantes qui n'ont pas besoin d'eau, quand tu es en période de sécheresse, donnent de l'eau aux mycorhizes qui elles-mêmes distribuent l'eau aux plantes plus faibles, qui ne sont même pas de la même espèce, juste parce que les plantes ont besoin d'avoir un biotope diversifié. Les vieux arbres, c'est hyper important les vieux arbres, parce que comme je disais tout à l'heure, eux ils ont déjà subi, quand une plante subit une maladie, elle développe une résistance à cette maladie qui est transmise dans le sol. Et les vieux arbres, ils ont déjà subi tout un tas de maladies. C'est-à-dire que c'est un peu comme des vaccins, ils ont déjà la réponse à tout un tas de problèmes qui ont déjà eu lieu et qui vont réavoir lieu. Donc si vous avez des vieux arbres pas loin de chez vous, c'est vraiment comme des pharmacies ou des bibles que vous avez là qu'il faut essayer dont il faut essayer de prendre soin. Même si vous n'avez pas d'arbre énorme, vous avez probablement un arbre plus grand que les autres. Et lui, c'est une source de médicaments pour votre potager. Donc peut-être votre potager ou votre jardin, ou peu importe, a intérêt à se retrouver le plus près possible de cet arbre. Quand lui, il subira une maladie, il transmettra le message et l'antidote, toutes les plantes se connecter à lui. Et donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une communication gazeuse. On s'est rendu compte de ça notamment avec les koudous en Afrique du Sud. Le koudou, c'est une espèce
chèvres, j'allais dire, mais plutôt de gazelles, qui mangent des arbres qui sont les acacias. Et en fait, les acacias, quand ils commencent à se faire manger par ces coudous, ils émettent un gaz dans l'air qui s'appelle l'éthylène, qui se transporte avec le vent. Ils se mettent également à faire des tanins pour que l'animal arrête de le manger. Le tanin, en fait, les plantes, quand elles font du tanin, c'est pour pas qu'on les mange. Parce que le tanin, on peut pas le digérer. Donc elles se mettent à faire de l'éthylène, elles se mettent à faire du tanin. Du coup, la plante ne peut plus, l'animal ne peut plus le manger. Et l'éthylène se balade avec le vent et tous les arbres sont prévenus, en fait, qu'il y a un animal qui les broute, donc ils se mettent eux aussi à faire du tanin. Donc dans la nature, on se rend compte que les koudous, ou même les girafes également, avancent dans les savanes en sens inverse par rapport au vent, pour pouvoir manger tout le temps. En fait, on s'est rendu compte de ça quand ils ont parqué ces animaux en Afrique du Sud. Ils ont créé des grands ranchs, ils ont parqué ces animaux, et le fait de parquer ces animaux, ils ne pouvaient plus se déplacer en suivant le sens contraire du vent. Et du coup, en fait, ils avaient leur alimentation naturelle, et ils crevaient quand même de faim. On se demandait pourquoi. Quand je dis on se demandait, moi j'étais pas. Mais les gens à la base se demandaient pourquoi. Leur estomac était plein, ils n'arrivaient pas à le digérer. C'est juste qu'ils étaient enfermés avec des plantes qui étaient au courant, qui étaient en train de se faire bouffer, quoi. Et même chez nous, on voit donc ce sont les acacias qui font ça, je l'ai déjà dit, parce que je l'ai pas dit, je le dis. Et chez nous, on voit que les acacias, ils ont aussi des réponses assez hallucinantes à ce qu'on leur fait subir, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous avez des acacias, que vous essayez de le couper pour vous en débarrasser, il va faire des rejets. Si on le laisse tranquille, il ne fait pas de rejet en général, hein. Quand il est tranquille, il ne fait aucun rejet. Vous le coupez pour vous en débarrasser, il va faire plein de rejets partout. Vous continuez à le couper, il va faire des rejets avec des pics de plus en plus gros, quoi. En fait, il est en train de réagir à ce qu'on lui fait. Et généralement, les gens, quand ils ont des problèmes avec des acacias, c'est parce qu'on essaye de s'en débarrasser, de les couper. En fait, c'est un arbre pionnier, et sa défense, il croit qu'il est en train de se faire brouter, en fait, hein. Et sa défense est de faire des rejets ou des pics. Donc, un acacia tout seul, c'est une plante de la famille des fabacées. Il attrape l'azote de l'air, il le remet dans le sol, et on se rend compte que l'azote qu'il a capté dans l'atmosphère, il est distribué à plus de 10 mètres autour de lui. Donc, 10 mètres autour de lui, vous pouvez planter tout un tas d'arbres qui vont se nourrir de cet azote attrapé par ce robinet. Parce que l'acacia, c'est le robinet faux acacia. Ouais. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas, les plantes, elles réagissent vraiment à ce qu'on fait. Pareil, si vous avez donc des problèmes des limaces, comme je disais, c'est que les petites, si vous achetez des petites laitues en jardinerie ou je sais pas où, vous allez les mettre dans votre jardin, elles vont se faire bouffer directement par les limaces. Vous l'avez peut-être déjà fait, vous l'avez peut-être constaté, parce qu'elles n'ont pas encore subi d'attaque. Alors qu'une laitue que vous aurez jetée à l'arrache comme ça, celles qui ont réussi à survivre, elles vont pousser sans jamais se faire bouffer par les limaces parce qu'elles ont déjà développé la résistance. Donc il y a une petite stratégie, si vous voulez vraiment acheter des laitues et les planter dans votre jardin, ben vous imitez la limace, c'est-à-dire que tous les jours vous lui faites un petit coup et elle va croire qu'elle se fait manger un petit peu par des limaces, elle va se mettre à développer la résistance. Souvent elles deviennent un peu plus rouges, c'est pas toujours vrai, mais souvent elles commencent à devenir un peu plus foncées, la sève va commencer à changer, et là à ce moment-là vous pouvez la planter, elle sera vraiment beaucoup plus résistante aux limaces. Et donc ayez un sol couvert, comme ça elles peuvent prévenir tout le monde quand il y a une attaque. C'est pareil pour les maladies. J'espère que j'ai été à peu près clair. Alors, quelle heure se fait-il ? Ouais, je propose qu'on fasse que je réponde à des questions. On n'a plus de micro par contre, mais c'est pas grave. Du coup, ça donne par passer le micro, ça c'est cool. Du coup, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de raconter, version un peu rapide et brutale, n'hésitez pas, vous avez peut-être des questions, je suis prêt à répondre. Ouais. Je voulais savoir en combien de temps ça se développait le réseau mycorhizien. Oui. Bon, la réponse un peu à tout, c'est ça dépend. Oui. Mais au-delà de ça, on va essayer. Et si on part sur un champ, par exemple, qui était pas cultivé en permaculture ou qui a été défoncé, produits chimiques et tout ça. Ben, on peut l'aider, c'est-à-dire que si on fait rien, ça va être assez long parce qu'il va falloir apporter de la lignine. La lignine, on la trouve dans le bois, dans de la paille, dans des trucs carbonés, des bouts de bois, des trucs comme ça. Et s'il n'y a pas de lignine sur notre terrain, ces champignons mycorhiziens auront beaucoup de mal à se développer. Et du coup, il va falloir attendre que des plantes ligneuses poussent, c'est-à-dire pas les plantes rapides, les plantes juste après, genre de la ronce, des trucs comme ça. Et du coup, ça peut être assez long. Donc, ça peut mettre peut-être 5 ans pour commencer à relancer un sol sans rien faire. Et on peut accélérer ça en apportant du bois mort, en apportant de la paille, en apportant de la matière ligneuse.
ou en allant en forêt, en prenant une petite poignée, parce qu'ils sont déjà en place dans les forêts, vous en prenez une petite poignée, vous les mettez chez vous, ça va aider la propagation, et du coup, voilà. Après ça dépend de l'humidité. Quand il pleut, qu'il fait hyper sec, la propagation de ces mycorhizes est plus lente. Voilà, ça dépend de tout un tas de choses, mais si on fait rien 5 ans, pour avoir un sol qui redevient mycorhizé, et en l'aidant bien, dès la 2e année, on peut avoir tout ce réseau qui se met en place, quoi. C'est une réponse un peu vague. Ouais. J'ai une question plus par rapport au maraîchage commercial. Donc il faut tout mélanger, mais le problème c'est qu'en termes d'optimisation de la durée de récolte, est-ce que tu te limitais à un nombre de végétaux au maximum? Parce qu'après, quand c'est vraiment très fouillis, on met toute la journée à récolter. Ouais, alors ouais. Merci. Alors quand je disais tout mélanger, c'est donc la question, je sais pas si tout le monde a entendu, l'idée c'est quand je faisais le maraîchage commercial, au-delà de tout mélanger, est-ce qu'il y avait un truc un peu plus réfléchi, je traduis à quelque chose, est-ce que je mettais à bloc n'importe quoi. Donc déjà, c'est vrai que je mélangeais pas tout n'importe comment, c'est-à-dire que j'avais connaissance de ce qu'on appelle les familles des plantes, pas très très compliqué. Les plantes, elles appartiennent à des familles, et il faut connaître ces familles-là, et on essaye de diversifier les familles, parce que si on se dit qu'on fait du grand mélange, de la polyculture, en mettant des choux, des radis, des brocolis, je sais pas quoi, ben en fait on a fait que des brassicacées, on a fait de la monoculture de brassicacées. Si on met des tomates avec des pommes de terre, des poivrons, on a fait de la monoculture de solanacées. Donc avoir connaissance des familles et brasser un maximum de ces familles-là. Et donc moi c'est ce que je fais, c'est ma façon de faire et ça marche très très bien. Et après il faut avoir d'autres notions. Mais peut-être que des fois d'avoir trop de notions ça peut faire peur. Donc il y a un autre truc à prendre en compte, après ça suffira, c'est les hauteurs de plantes et la durée effectivement de récolte des plantes. Par exemple, on peut très bien mettre des radis avec des carottes, on fait ça comme ça. Les radis on va les récolter beaucoup plus tôt que les carottes et du coup ils laisseront la place au développement des carottes. On peut mettre des tomates avec des courgettes sans problème, moi je le fais, ça marche très bien, parce que la tomate elle va monter au-dessus de la courgette qui va faire une grosse boule au sol. Donc ils ne vont pas se gêner au niveau de l'espace et du temps. Mais pour faire ça, si on n'a pas connaissance de la hauteur de toutes les plantes et de leur période d'implantation dans une parcelle, commençons déjà par mélanger un maximum de familles différentes et de voir ce qui marchera bien chez vous. Un peu psychédélique le truc derrière. Je sais pas si j'ai répondu convenablement à la question, moyennement. Ou tu veux préciser peut-être? Oui, ou faire. Est-ce que tu faisais un minimum de planches rectangulaires ou c'était plus des îlots comme on a pu voir sur la photo ou c'était juste de la cueillette, les personnes venaient cueillir directement leur panier? Non, je récoltais moi, je vendais les paniers tout faits. J'avais fait ce choix-là pour imposer un mélange aux personnes qui voulaient être entre guillemets clients de mes légumes, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas venir et me prendre que des tomates. Quand on venait me prendre des tomates, on partait avec des panais, des trucs qu'on ne s'attendait pas, des blettes, des trucs qu'on n'avait pas forcément, mais ça permet moi d'avoir une culture diversifiée. Si je réponds qu'à la demande, je vais faire que des tomates ou que des trucs comme ça, quoi. Donc entre guillemets, j'impose le panier pour pouvoir avoir une diversité. Et j'avais quelques rotations quand même. C'est-à-dire que si j'essayais de mettre sur une zone où je faisais un mélange, si dans cette zone j'avais conscience que j'avais mis peut-être beaucoup de solanacées, l'année suivante sur cette même zone, je ne mettais pas de solanacées, je les mettais sur la zone d'à côté. J'essaie de cultiver une zone toute l'année. Parfois on fait du potager, on le fait qu'en été. Et l'hiver il est souvent à nu à l'abandon. Donc j'essaie de faire en sorte qu'il y ait des cultures toute l'année. Il y a plein de trucs qui se cultivent en hiver, hein. Il y a plein de trucs. Donc je faisais ça en compte, mais peut-être je ne réponds pas encore à la question. En gros c'est bon. Ouais, mais après il faut pratiquer, il faut expérimenter et voir ce qui marche le mieux chez toi. Ce qui marche chez moi sera peut-être pas pareil. Ouais. Notre maison elle est dans une rue et notre jardin il est tout en haut. C'est pas grave si c'est pas du tout près en fait. Il y a une grande distance entre ton jardin et ta maison? Oui. Tu fais au mieux avec les moyens que tu as. Après, il n'y a qu'une rue de séparation, c'est ça que tu dis? Oui. Non, mais c'est pas. Il faut faire avec ce qu'on a. Il y a plein de gens qui ont des jardins partagés, ça marche super bien. Et parfois, il est à 10 minutes
même plus loin, quoi. Donc c'est mieux si le jardin il est collé à la maison. En fait, si de ta cuisine tu ouvres la porte, tu tombes sur le potager, c'est l'idéal. En général, on n'arrive jamais à avoir l'idéal. On fait toujours des compromis. Et si ton jardin il est un peu plus loin, c'est pas du tout un problème. Moi, quand je faisais du maraîchage commercial, j'habitais à plus de 500 mètres de mon potager où je vendais les trucs. Parce que j'avais un petit vélo et une remorque derrière. Et ça marche très bien. C'est pas grave. J'ai pas répété la question, mais est-ce que c'est grave si le jardin est loin de la maison? Ouais. Est-ce que vous pouvez repréciser ce que sont les designs et les patterns en permaculture? Je pense notamment à une conférence que j'ai entendue avec Éric Escoffier qui parlait des designs, par exemple, qui pouvaient éviter des incendies. Oui. Ouais. En fait, bon, c'est un sujet vraiment, mais les deux, c'est même deux sujets énormes à part entière. Donc, je vais faire deux. Le design, en gros, c'est l'art de concevoir des systèmes stables, suffisants et autonomes et qui soient résilients. La notion de résilience, c'est capable de résister à un problème extérieur, notamment un incendie. Être résilient à un incendie, c'est être capable de supporter un incendie qui aurait autour de chez nous, quoi. Donc le design, c'est l'art de prendre en compte tous nos besoins. Quels sont nos besoins? Quelles sont les conditions qui nous entourent? Quelles sont les ressources déjà présentes sur le terrain? Donc voir comment on peut s'adapter aux conditions extérieures, comment on peut combler nos besoins grâce aux ressources présentes sur le terrain. Si on n'arrive pas à combler tous nos besoins grâce aux ressources présentes sur le terrain, on va y rajouter des éléments. On va faire en sorte que chaque élément, ses besoins, soient comblés également par le système. Par exemple, si j'ai besoin de manger des œufs, admettons, j'ai estimé que mon besoin c'est d'avoir des protéines animales, ma façon d'en avoir c'est d'avoir des œufs, donc je vais mettre des poules. Ces poules, je vais faire en sorte que l'alimentation pour elles soit produite sur mon lieu. C'est-à-dire que je vais leur mettre des arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, ça peut nourrir les poules quand ça tombe au sol. On met de l'ortie, on met de la consoude, on met tout un tas de végétaux qui vont nourrir les poules. On plante du blé, on met une mare ça attire les insectes, les poules elles vont manger les insectes. Donc le design, en fait, c'est essayer de concevoir des systèmes durables, autonomes, et qui soient capables, si on est dans un cas d'incendie, de résister à un incendie. Donc tout un tas de façons. Il y a des essences, par exemple, qui brûlent beaucoup moins que d'autres. Si on est dans un lieu où avec gros risque de feu, il faut éviter tout ce qui est conifère. Les conifères, c'est des torches, quoi. Voilà. Ça, c'est le côté design. Les patterns, j'espère que ça a été à peu près clair sur cette notion de design. C'est prendre du temps pour concevoir des systèmes. Coller une serre à la maison, c'est déjà du design. Quand on dit que la serre elle est au sud, elle va chauffer, quoi. Et après, voilà, c'est très très long parce que des stages sur le design, ça peut durer 15 jours, on parle que de ça, donc là je fais vraiment un truc hyper rapide. Et les patterns, donc le pattern, c'est, pour faire vite, c'est un motif qui se répète soit dans le temps, soit dans l'espace. Par exemple, là, les murs de la salle, il y a des lignes droites qui se répètent régulièrement, ça c'est un pattern. Okay. Si je fais ça, si c'est une musique, il y a un truc qui se répète régulièrement, c'est un pattern, mais qui est sonore. Donc ça se déplace soit physiquement, soit dans le temps. Et ce qu'on utilise souvent par permaculture, ce sont les patterns naturels. C'est-à-dire qu'il y a des motifs dans la nature qui se répètent très 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 souvent. Le modèle de la spirale, c'est un motif qui se répète très très souvent dans la nature, de l'échelle de notre ADN qui se balade en spirale, à l'univers qui se développe en spirale, et tout un tas de choses, des escargots qui sont en spirale. Et en fait, la forme spirale, elle a une utilité. Elle permet de mettre beaucoup de choses dans un espace réduit. C'est-à-dire que l'escargot, il est en spirale dans sa petite coquille parce qu'il peut mettre une très très grande longueur dans cette petite coquille. Donc, par exemple, faire un potager en spirale, ça peut être hyper pas performant du tout, quoi. Parce que pour aller au centre du potager, on va marcher la plus longue distance possible pour arriver au centre du potager. Par contre, pour de l'ADN, on met le plus grand code possible avec le moins de distance possible. Pour un escargot, il met le maximum de choses dans un espace réduit. Ça, c'est un exemple. Après, il y a la sphère. La sphère, c'est ce qui prend le moins de surface, qui prend le moins de place et avec lequel on peut mettre le plus de choses à l'intérieur. Par exemple, une clôture, quand on la fait en cercle, on utilise beaucoup moins de grillage pour un très grand espace. Et souvent, les graines sont en forme de cercle parce qu'on met beaucoup de choses dans un... Donc, les patterns, c'est derrière la fractale. La fractale, les arbres poussent avec un fractal, c'est-à-dire que ça se répète à l'infini. Les choux romanesco, quand on regarde un chou romanesco de près, on voit des petits choux romanesco. Quand on regarde de près, on en voit d'autres petits. Donc ça, ce sont les motifs naturels, et on essaye d'utiliser ces motifs, de comprendre leur utilité et de les utiliser
pour notre design en fait. Par exemple, un truc tout bête, hein, je vais essayer de faire un truc concret parce que là c'est un peu flou comment l'utiliser. On veut faire un potager. En fait, le meilleur moyen pour diffuser l'énergie, c'est de faire un peu comme des fractales comme les feuilles d'un arbre. Vous voyez, les feuilles d'un arbre, il y a une nervure qui part en plusieurs nervures. Et en fait, si on est dans notre potager qui a la forme d'une feuille d'un arbre, le moyen le plus rapide pour aller n'importe où, ça sera cette forme-là, quoi. C'est-à-dire que si j'ai des angles droits, ça sera un peu long d'aller à certains endroits. Si c'est diffusé comme une feuille ou comme des épis dans un blé, comme ça, moi si je suis là, que je vais aller n'importe où, j'aurai la distance la plus courte. Ça va être très clair. Donc là, l'idée des patterns, c'est d'utiliser les motifs naturels pour avoir des systèmes les plus efficaces possibles. Je l'ai fait un peu à la vite, mais j'espère que je réponds à la question. Là, ouais. J'aimerais savoir combien de temps minimum et maximum on peut bâcher un terrain pour avoir une bonne terre. Bâcher un terrain? Moi, je conseille pas de bâcher un terrain. Couvrir, quand je dis couvrir, en fait, j'ai pas été clair. Quand je dis couvrir le sol, c'est couvrir de matière, je vais dire organique, ouais, plutôt organique, qui vont nourrir le sol. Ah oui, moi je parlais vraiment de la bâche. Ok, ben, alors la bâche. Qui bâche comme ça Alors moi, c'est pas du tout ma façon de travailler. Je dirais maximum, pas du tout. Mais après, c'est vraiment au cas par cas. J'ai pas envie de donner la réponse absolue. Et ça peut être dans une zone hyper dense en herbes envahissantes. Couvrir le sol, ça peut permettre d'étouffer ces herbes. Et quand on enlève la bâche, on a une zone sans herbes pour cultiver. Mais moi, je préfère pas fonctionner comme ça. Et le moins possible, quoi. Le moins possible, et pas si possible, pas des bâches étanches qui tuent la vie du sol, en fait. Au moins des trucs qui respirent. Ou l'eau. Au minimum ça. Et franchement, mon avis, c'est pas du tout utile. Moi, je suis arrivé sur un jardin pour faire du maraîchage commercial. C'était un jardin, on m'a dit, tu n'y arriveras jamais, c'est sans labour, j'avais que du chien dedans. C'est des pires fléaux, les plantes hyper invasives. J'avais une terre hyper compactée, on me disait, mais jamais tu pourras cultiver là-dedans. Il va falloir amender, labourer et tout ça. Et en fait, j'ai ni couvert avec du plastique, ni labouré. Les gens qui venaient après ils me disaient, Amto, c'est trop facile, t'as une bonne terre. C'est juste que j'ai laissé faire. Et ça m'a amélioré mon sol. Si on couvre notre truc pour tuer les herbes, ben, du coup, on tue les herbes. Les herbes, quand elles poussent, dans leurs racines, il y a des connexions avec les champignons, tout ça dont j'ai parlé, mais elles font aussi des exudats qui nourrissent tout un tas de bactéries et de micro-organismes. On a tout intérêt en fait à avoir des herbes le plus long possible sur notre terrain. Moi, ma stratégie était de les enlever juste au moment où je plante mon truc. Moi, je conseille pas de bâcher un terrain en fait. Je conseille plutôt de mettre de la paille, de mettre du broyage, des trucs comme ça. Ouais. Je dois voir sa question, mais. Moi, je recherche des bouquins en permaculture et j'y suis allé pas plus tard que ce matin. Il y a 20 bouquins différents sur la permaculture. Cool. Est-ce que, de par votre expérience, vous pourriez peut-être même nous aiguiller pour des bouquins intéressants et à la fois accessibles à des débutants? Ouais. Alors, bon, pour accessible à des débutants, je dirais Introduction à la permaculture de Bill Mollison. Voilà. C'est accessible, c'est clair, c'est imagé, on apprend plein de petits trucs. Évitez le permaculture 1, le permaculture 2, qui sont selon moi très fouillis, pas terrible. Donc je dirais celui-là pour commencer, Introduction à la permaculture de Bill Mollison. Après, selon moi, le plus efficace, c'est de ne plus chercher dans les bouquins de permaculture, mais de chercher des bouquins sur les sujets qui vous intéressent. C'est-à-dire, si le sujet qui vous intéresse, c'est le jardinage naturel, plutôt s'orienter vers des trucs sur le jardinage naturel, et là, ça va être plus profond, quoi. Si notre truc qui nous intéresse, c'est l'éco-construction, et plutôt prendre un bouquin sur l'éco-construction, ça va être plus profond. Pour moi, la permaculture, c'est l'art d'essayer de combiner tous ces trucs-là, et du coup, s'il y a un bouquin qui parle de tout ça, il sera plus léger qu'un bouquin spécialisé sur tel ou tel sujet, quoi. Chercher des trucs ciblés pour vraiment avoir... C'est ce que je conseille de faire. Prendre peut-être Introduction à la permaculture, qui est globale, et après prendre des trucs ciblés, et après peut-être que je conseillerais quand même un petit bouquin qui en plus parle ni de permaculture ni de trucs qui nous intéressent. C'est La révolution d'un seul brin de paille de Fukuoka, qui va plutôt nous apporter de la philosophie et des façons de penser assez intéressantes. Je pense que ça, la révolution d'un seul brin de paille, c'est selon moi intéressant, même s'il parle beaucoup de culture de riz.
Mais il nous amène à vraiment nous poser des questions différemment en fait. On est tout le temps en train de se demander comment faire ceci, comment faire cela. On est des cerveaux, on n'arrête pas de cogiter comme ça. Et il nous invite à nous poser plutôt la question comment ne pas avoir à le faire. Et c'est en se posant déjà la question. C'est beaucoup inspiré du Tao, le non-agir, le Tao, travailler avec les forces de la nature plutôt que contre. C'est intéressant. Je la vois, mais j'en avais une par là. Je voulais savoir comment vous plantez les haricots dans l'herbe. Comment je plante des haricots dans l'herbe Semer. Ouais. Alors, ça dépend. Ça dépend de quelle herbe on parle. Parce que toutes les herbes n'ont pas le même impact sur notre haricot. Donc on va dire que je vais simplifier, généraliser un petit peu. Moi, les seules herbes que j'enlève pour planter des haricots, ce sont les plantes de la famille des graminées. Les graminées, c'est quand on dessine de l'herbe, on fait des traits verts, là, comme ça, c'est ça les graminées. Ça va jusqu'au bambou, quoi. C'est des plantes comme ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu la graminée. La graminée, ce sont des, en général, je généralise un petit peu, ce sont des plantes qui ont été habituées à coévoluer avec des animaux qui les broutent. Et plus elles se font brouter, plus elles sont présentes dans le sol. Dans les prairies, il y en a à bloc. Le gazon, on est obligé de le tondre pour qu'il ne disparaisse pas. Le gazon, c'est une graminée. Plus on le tond, plus ça va. Si on arrête de tondre notre gazon, il disparaît et il se fait bouffer par d'autres plantes. Donc en gros, une graminée, si on la coupe, elle fait des racines, elle est encore plus présente. Donc les graminées, si j'ai une zone qui est vraiment remplie de chiens-dents, je les enlève à l'endroit où je mets mes haricots. Je mets de la paille, ou bien je mets ces graminées sur le sol, la racine en l'air pour pas qu'elles reprennent. Elles vont nourrir mon sol et je mets mes haricots dans la terre sans graminées. Si c'est du rumex, si c'est je sais pas, des chardons, si c'est tout ça, juste je coupe et je remets sur le sol. Et je plante. C'est ma façon de faire. Après, il y a 1000 façons de faire. Mais en tout cas, garder un sol couvert. Et les haricots, moi, souvent, il est conseillé de les faire tremper avant de les planter. Pour qu'ils commencent à germer plus vite. Moi, je fais pas ça parce que moi, ma technique, c'est que je les enfonce dans le sol comme ça. Si on les fait tremper quelques jours avant de les planter, ça va faire de la purée sur le sol. Ouais. Et j'ai entendu vous mettre un petit peu sur les produits, sur les lignes, les pesticides, etc. Et par rapport au purin, ouais. Finalement c'est aussi du concentré qu'on remet, même si on les prend localement. Ouais. Voilà, je voulais ton avis. Moi, quand j'ai commencé, j'étais branché purin. Donc j'utilisais les purins pour essayer d'aider mes plantes à mieux pousser, à résister mieux. Les purins, c'est quand même plus gentil parce que souvent on parle pas de hydre, on parle de huge. C'est-à-dire que c'est des fongifuges, insectifuges, c'est-à-dire que ça les chasse. C'est moins tueur, c'est plutôt répulsif. Du coup, c'est plutôt utile en préventif que vraiment en curatif, souvent, pas tout le temps. Je généralise un peu là. Mais effectivement, c'est un peu quand même une béquille qu'on met à nos plantes. Et cette béquille, elle permet pas aux plantes de développer seules les résistances pour résister. Si c'est un traitement pour soigner une maladie, ben nos plantes d'après, les générations d'après, elles vont pas apprendre à résister toutes seules aux maladies. Après, si c'est pour rebooster un sol qui est fracassé, ça peut être très utile en coup de boost au départ, mais je pense qu'il faut, selon moi, essayer de tendre vers pas besoin de purin, quoi. On peut les utiliser, mais sachant que pour moi c'est une béquille qui aide, mais peut-être que l'idée c'est de tendre vers un système qui n'a pas besoin qu'on fasse des purins. C'est ma version du truc. Hein. Ouais. Je voulais avoir votre avis sur, parallèlement à tous vos principes, ce que vous pensez de jardiner avec la lune, c'est-à-dire lune montante, descendante, racine, feuilles, etc. Je ne vais pas me fâcher avec tout le monde. Après la réponse. Alors, moi, ma version, est que ça serait vraiment multi-réponse. Je trouve que c'est hyper intéressant de sortir de notre petit jardin, de prendre en compte ce qui se passe notamment avec la lune, et on se rend compte que les lunes, elles ont des effets sur les marées, sur l'eau, et qu'on constate même qu'il y a des marées dans les arbres. Donc quand on coupe un arbre à telle période, on se rend compte qu'il y a plus ou moins de sève, plus ou moins utile pour faire du bois brûlé ou pour faire une charpente. Tout ça. Donc effectivement, on constate il y a des marées dans les arbres, il se passe des montées de sève et des descentes de sève. Même chez l'humain, on est fait à je sais pas combien de pourcents d'eau. Même chez l'humain, ça a un effet la lune. Alors la biodynamie, souvent on essaye de... Pour moi, c'est beaucoup d'interprétation et on essaye par exemple de planter sur des jours fruits pour avoir des plantes avec des beaux fruits, des jours feuilles pour avoir des plantes avec des belles feuilles, des jours fleurs pour avoir des belles fleurs, des jours racines pour avoir des belles racines. Bon, c'est ça l'idée. Hein. Alors selon moi,
C'est intéressant, très intéressant d'avoir des bonnes racines pour une plante qui fait des fruits. Parce que si on fait que notre tomate, admettons que c'est une tomate, on la plante un jour fruit parce qu'on veut que développer son fruit, si on subit une sécheresse, ça sera moins résistante que la tomate qui aura été plantée un jour racine, parce qu'elle aura une meilleure racine. Et dans la nature, ce que je constate, c'est que la nature, en gros, pour faire germer des graines, les graines elles se baladent avec le vent. Quand la température est bonne et que l'humidité est bonne, les graines germent. Peu importe la lune, c'est ce que j'ai constaté, quoi. Et donc pour moi, c'est plutôt une question de chaleur, de climat. Et à mon avis, c'est intéressant d'avoir des bonnes feuilles sur une plante à fruits, des bons fruits sur une plante à racines, etc. Donc moi, ma façon de faire, c'est j'utilise pas la biodynamie, je fais en sorte de semer sur des périodes longues. C'est-à-dire que si j'ai des tomates à planter, je plante pas tout le même jour, je plante sur 15 jours, quoi. Comme ça, j'ai des plantes à grandes racines, des plantes à gros fruits, des plantes à grandes feuilles, etc. Et après, il y a une interprétation, parce que la biodynamie, ça va au-delà de la lune. Il y a des cornes de bouse qu'on enfouit tant de temps sous terre, qu'on ressort. Moi, tout ce qui est acheter des produits pour rendre notre jardin plus productif, j'essaye d'aller vers l'autonomie. Donc souvent, la biodynamie, peut-être qu'il y aura des gens pour me contredire, mais vend des produits qui ont été dynamisés, qui ont été... voilà. Donc moi, je suis plutôt pas biodynamique, on va dire. Mais j'aime bien la lune. Ouais. Justement, je posais la question, vous parlez d'autonomie, c'est-à-dire que c'est ces techniques et un peu cette philosophie ne s'appliquent qu'à des gens, aux particuliers ou un peu plus. Comment pourrait-on faire? Parce que s'il y a un bien fondé scientifique, entre guillemets, pourquoi les industriels et nos décideurs qui sont les chefs, là justement, là, pourquoi n'appliquent pas ces techniques Ça a l'air simple en fait. Ça a l'air simple et complexe à la fois. Comment faire pour faire évoluer ça alors? En fait, nous, notre... Damien, tu peux reformuler? Exact. Alors la question, c'est si c'est si génial, je vais faire une autre version, si c'est si génial ce truc dont je parle, pourquoi est-ce qu'on le fait pas partout et maintenant de suite, quoi? Bah ouais, ça c'est... bonne question. Alors, selon moi, notre industrie, notre civilisation a fait des choix complètement différents. C'est-à-dire qu'on a choisi, au moins pour l'agriculture, la mécanisation. Grosse mécanisation. Et en fait, il y a des systèmes, il y a plein de trucs hyper productifs. La forêt comestible, c'est des systèmes ce qui est le plus productif à l'hectare. On ne peut pas les mécaniser. Il y a un système, une culture de plantes annuelles qui s'appelle la milpa, c'est l'association de courges, haricots et maïs. L'haricot est comme sur le maïs, il fixe l'azote, le maïs fait de l'ombre aux courges, les courges couvrent le sol, et on se rend compte qu'à l'hectare, c'est ce qui est le plus productif en plantes annuelles, mais c'est pas mécanisable. Du coup, ça a été très développé jadis par les Incas, dans les endroits où c'était pas mécanisé. Et nous, notre mode de culture, donc notre mode de culture, il est très peu productif à l'hectare, mais il est hyper productif par le nombre d'agriculteurs. C'est-à-dire qu'un agriculteur, il peut avoir jusqu'à 150 hectares. Avec ce mode de culture-là, c'est pas possible. Il peut pas, vu qu'il peut pas être mécanisé. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait remettre du monde sur des plus petites parcelles. Selon moi, c'est une des façons de voir les choses. Et aussi, on est dans une époque du pétrole pas cher, quoi. C'est-à-dire que le pétrole, on le paye relativement pas cher, et du coup, on peut le gaspiller. Et du coup, comme on a du pétrole pas trop cher, on peut avoir des endroits très mécanisés. Et voilà, c'est le choix qu'on a fait. Et du coup, ça fait vendre du pétrole, ça fait vendre des pesticides. Il faut savoir que les gens qui nous vendent, c'est complexe parce que les semences résistantes aux maladies qui poussent très bien sans rien du tout, elles sont quasiment interdites. Il y a des catalogues de semences autorisées. Donc on a le droit de cultiver, théoriquement. Nous, on s'est appelé la graine indocile parce qu'on s'est dit on va faire que des trucs pas autorisés. Donc les plantes qui sont résistantes, elles sont interdites. Donc il y a tout un lobby aussi des produits qui ont vraiment intérêt à avoir des plantes qui soient malades pour qu'on achète leurs produits, qui aient besoin d'engrais pour qu'on achète le produit. On se rend compte que c'est les mêmes qui nous vendent les médicaments pour nous soigner. Bayer, par exemple, ils sont en train de tout racheter. C'est eux qui nous vendent des produits pour nous soigner, qui nous vendent des semences. Ils ont racheté Monsanto, qui portent des procès pour ceux qui ont des semences avec leurs gènes à eux qui l'ont breveté. Je pense qu'il y a un gros lobby et un choix stratégique. Donc naturellement, il ne faudra pas s'attendre à ce qu'ils évoluent. Il faudra que ce soit nous qui les forcions à évoluer C'est un tout petit peu en train d'évoluer parce qu'ils se rendent compte que les sols sont en train de crever et que c'est plus productif. Bah oui.
Donc là, il y a quand même presque une évolution forcée dans le sens où même leur système, où on met de plus en plus de traitements, où on met de plus en plus d'engrais, les terres s'appauvrissent et les plantes sont de plus en plus malades. Donc là, ils sont quand même peut-être en bout de cycle, en train de se dire, oula, mais ils ont quand même trouvé la combine, c'est que maintenant ils nous vendent des bonnes herbes à semer dans le jardin. Les mêmes qui disaient qu'il faut enlever les herbes, ils ont quand même trouvé la combine maintenant de nous vendre les graines qui vont aller dans le jardin. Donc je pense qu'il y a toujours un côté des trucs à vendre. En fait, ce qui se diffuse bien, c'est ce qui est à vendre, quoi. Et là, tout ce que je dis, ça peut être quasiment gratos, quoi. On fait ses semences, ça devient de plus en plus résistante. On plante des noyaux, ça fait des arbres, ça produit tout seul. Donc voilà. À mon avis, ça va changer. Il y a un documentaire qui est très intéressant, c'est comment Cuba a survécu au pic pétrolier. Peut-être que je le prononce, je mélange peut-être les mots, mais en gros c'est ça l'idée. Et Cuba, il y a eu l'embargo qui a fait qu'il n'y a plus de produits chimiques, plus de pétrole, plus rien n'est rentré. Ils ont galéré au début, mais maintenant, Cuba c'est un pays qui a des défauts, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas, l'agriculture bio, elle est hyper développée. La Havane, elle est quasiment, pas totalement autonome, elle importe un petit peu, mais elle est quasiment autonome et même elle exporte beaucoup de choses. Parce que le pétrole et le produit ont arrêté de rentrer, c'est hyper productif et pour eux, il n'est pas question de retourner au mode qu'on connaît hyper. Après, c'est ma théorie, je pense que c'est multifactoriel, quoi. Je pense qu'il y a énormément de facteurs à prendre en compte. C'est quand même lié au nombre de populations à nourrir. Je dirais que non. Cuba. Quoi? L'île, c'est assez grand pour venir voir tout le monde. Non, parce qu'à l'hectare, le mode dont je parle, c'est ce qui est le plus productif à l'hectare. C'est juste qu'il faut sortir de la mécanisation pour pouvoir en profiter. Tant qu'on est dans la mécanisation, à outrance, parce que la petite mécanisation, ça peut être très très utile, mais la grosse mécanisation, en fait, elle nous impose des systèmes où il faut avoir, pour être céréalier, il faut avoir des quantités d'hectares. Chez nous, c'est la culture de la vigne. Les vignerons, ils ont des centaines d'hectares, mais ils sont tous mécanisés. Pour moi, c'est pas une question de nombre de gens, c'est juste une question de choix de la mécanisation. Et en France, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Et il faudrait remettre peut-être un peu d'agriculteurs sur des petites surfaces. Du coup, il y a tout un tas de projets, de micro-fermes qui se développent de plus en plus, qui sont hyper productifs. Moi, je connais un jardin que je suis allé visiter il n'y a pas longtemps, sur 1800 mètres carrés à Moucron, et on fait une forêt comestible très très dense. Sur 1600 mètres carrés, ils ont plus de, peut-être que je trompe sur les chiffres, plus de 4000 arbres différents. Tous les 80 cm, il y a des arbres, et ils n'arrivent pas à tout manger. C'est un jardin de fraternité ouvrière en Belgique, si vous avez l'occasion de regarder. Hyper productif. Ouais. Et quel est ton avis sur le régime alimentaire, par exemple, à adopter juste dans le cadre de... Enfin, de la... Ça va dépendre énormément du contexte. Donc ça dépend, classique, ça dépend pour commencer la phrase. Ça dépend énormément du contexte. Si tu es un esquimau dans la neige, peut-être qu'il va falloir manger du phoque. Parce que l'idée, c'est d'être autonome localement. Si tu es dans un endroit, je suis allé voir pareil, donc le jour où j'étais en Belgique, aller voir un ami qui vit dans un endroit où il y a la neige sur une très très grande période. Sa version à lui était que dans ces endroits-là, pour être autonome plus facilement, il faut manger de la viande parce que c'est plus facile d'élever des cochons ou des trucs comme ça. Après, sinon, en moyenne, si on veut faire une moyenne, en général, le régime végétalien est celui qui consomme le moins de surface pour nourrir un humain. Parce que quand on nourrit un animal, il a consommé des plantes qui ont consommé de l'eau. On a une déperdition en fait. Plus la chaîne est longue, plus il y a une déperdition. Donc si on mange nous-mêmes les plantes, il y a moins de déperdition. Un animal, pour grossir, il a besoin de dépenser de l'énergie. Donc dans l'absolu, le régime vegan, pas vegan, végétalien, parce que vegan ça va jusqu'aux vêtements et tout ça, mais végétalien est celui qui consomme le moins de mètres carrés pour être autonome. Mais dans des cas particuliers, peut-être que les gens qui vivent au bord de mer, ils mangent du poisson, quoi. Voilà. Donc, déjà, ça dépend. Après, on a chacun une éthique. On a chacun des croyances et une éthique qu'il faut prendre en compte. Hein. Si tu n'as vraiment pas envie de manger des animaux, il y a 1000 façons de ne pas manger des animaux, quoi. Et si tu crois qu'il faut vraiment manger des animaux, il y a 1000 façons d'en bouffer aussi, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'il vaut mieux semer des arbres que de les planter, même si ça peut paraître, comment dire, un peu farfelu. Oui, farfelu. Notamment, je pense, dans l'idée du fruit que l'on aura. Enfin, vous voyez. Ouais.
D'accord, alors là la question, j'ai oublié de la répéter je pense depuis le début, mais là la question c'était est-ce que je pense qu'il vaut mieux semer des noyaux d'arbres, des graines d'arbres, ou est-ce qu'il vaut mieux planter des arbres du coup achetés dans un commerce quelconque? Donc ça dépend, et après ça j'ai envie de dire, ben, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche en fait. Si on veut être sûr, on va se lancer dans la commercialisation de pommes, et qu'on veut être sûr de la variété, on a tout intérêt à acheter ou faire soi-même des greffes, parce que la greffe, les arbres dont on parle, dont on est sûr du fruit, ce sont des arbres greffés qui sont clonés, donc on est sûr qu'on aura telle variété. Ça peut être ou bien, ouais, on va rester sur ça, ça ira très bien. Et, par contre, si on veut un arbre qui vit longtemps, qui n'est jamais malade, qui a un système racinaire hyper profond, qui est entier, parce qu'en fait quand on achète des arbres dont on est sûr du fruit, c'est parce qu'ils ont été greffés, et du coup on prend deux animaux, c'est-à-dire de végétaux qui ont des croissances, des vigueurs différentes, on les colle ensemble, et du coup on a des arbres qui souvent ils sont obligés d'être taillés, parce qu'on les porte, on les greffe sur des porte-greffes affaiblissants qui les maintiennent petits, parce qu'on ne veut pas avoir des pommes à 25 mètres. Et du coup, ben, il faut le tailler parce que le système racinaire se développe doucement, la partie aérienne veut aller vite, et du coup, ils n'arrivent pas à mettre les fruits, à faire mûrir tous les fruits. Du coup, ces arbres-là, on est obligé un peu de les tailler. Donc, pour répondre, je dirais que moi, ma préférence est sur les arbres plantés à partir de semis. C'est-à-dire que je mange des cerises que j'ai trouvées bonnes, je plante ces cerises-là, je vais avoir des cerisiers qui feront des fruits proches de la cerise que j'ai trouvée bonne. Mais ça pourra être un peu plus petit, un peu moins sucré, ou un peu plus gros, un peu plus sucré. En fait, je ne serai pas sûr exactement de quelle cerise je vais avoir. Pareil pour les pêches, les abricots et tout ça. Après, je nuancerai un petit peu le propos parce que généralement, sur ce qui est un noyau, c'est assez fidèle aux fruits qu'on a mangés. Donc, on mange une bonne pêche, on plante la pêche, on aura. Je connais pas de pêcher pas bon, quoi. Ou un abricotier, je connais pas d'abricot pas bon. C'est plutôt un problème de soleil que de problème de génétique. Alors que sur les pépins, c'est un peu plus variable. On met des pépins de pommes, ça peut faire des petits pommiers avec des pommes farineuses. Pas fabuleuses, mais... Donc moi, ma préférence, c'est des arbres complets qui vivent beaucoup plus longtemps. Un pommier greffé, il a du mal à dépasser les 100 ans. Un pommier non greffé, il peut vivre 300 ans. Il ne sera jamais malade. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on veut. Est-ce qu'on a un tout petit jardin, on va être sûr du fruit qu'on va avoir, ou est-ce qu'on a de l'espace et on veut laisser de la diversité. Et à mon avis, c'est important aussi. Alors, pourquoi c'est important pour moi les noyaux, c'est qu'on a besoin d'avoir une grande diversité génétique. Les arbres qu'on achète, si j'achète un pommier golden, je sais pas quoi, mais quel que soit l'endroit de la planète sur lequel je me trouve, il aura la même génétique parce que ce sont un clone en fait qu'on a multiplié à l'infini. Donc une pauvreté génétique avec les arbres que l'on va acheter. Alors que chaque graine que je vais planter, elle aura une génétique unique. Donc peut-être mettre un peu les deux. Tout à l'heure, tu as parlé des engrais verts. J'ai cru comprendre que tu n'étais pas forcément pour l'utilisation d'engrais verts à la fin d'un potager, par exemple. Je dirais là, on rentre en période automne, enfin hiver. Donc, bon, ça dépend. Ça dépend. Ouais. Disons que c'est vraiment mieux un engrais vert qu'un sol à nu. Après, alors, on part souvent du principe que notre sol, il est trop ceci, trop cela, du coup on va mettre l'engrais vert qui est adapté. Moi je pense vraiment que les plantes les plus adaptées, elles vont pousser spontanément. Donc je suis pour laisser des herbes plutôt spontanées que des engrais verts. Après les engrais verts, ils peuvent être hyper utiles parce qu'ils font des jolies fleurs, parce que ça peut être un engrais vert comestible. On balance, je sais pas moi, des lentilles, des fèves, ça va fixer l'azote, ça sera comestible. Donc moi je pense que les plantes les plus efficaces sont les plantes spontanées. Pour améliorer notre sol. Et après, les engrais verts, ils peuvent avoir certaines utilités. Si on veut éviter, si notre plante spontanée, ce sont des graminées dont je parlais tout à l'heure, si on veut éviter d'avoir à les enlever au printemps, peut-être ça vaut le coup de mettre un engrais vert qui va empêcher ces graminées de venir s'installer. Et du coup, on aura plus de facilité à cultiver l'année prochaine. Quand on cultive en carré, lasagne, après, il n'y a pas forcément fait de plantes spontanées. Ok, il faut balancer des graines. Ouais, je suis pour le fait de balancer des graines. Après, moi je reste pas bloqué sur les plantes qu'on a étiquetées comme engrais verts. C'est-à-dire que je balance des graines. Un blé en hiver, je vais mettre du blé par exemple. Du coup, j'aurai du blé. C'est super comme engrais vert. Je regarde vite fait l'heure, ou alors quelqu'un. Il est 1h20 ?
Encore un petit quart d'heure. Donc, ouais. Vos questions de compost, à propos de la réduction des déchets dans le bac, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut mettre les os de viande, les tripes de poisson, enfin tout ce qui est d'origine animale? Donc là, la question, c'est dans un compost, est-ce qu'on peut mettre ce qui est d'origine animale? Oui. Au-delà du ça dépend, je dirais que ça dépend quand même de notre régime alimentaire. C'est-à-dire que si on a à chaque repas des restes de viande, c'est bizarre d'avoir des restes de viande à chaque repas. Peut-être déjà se poser la question de notre alimentation, pourquoi j'ai tous ces restes. Donc à éviter d'avoir trop d'excès de viande, mais si on a une fois par semaine on met quelques os de poulet, c'est hyper bénéfique au compost. Et même en agriculture biologique on vend des os broyés, des cornes séchées, du sang séché. C'est un super engrais plein de phosphore, hyper nutritif. Dans la nature, un animal qui meurt, il se dégrade sur le sol. Les champignons vont dégrader, vont attraper le phosphore et tout ce qui est dans cet animal, ils vont distribuer aux plantes. Donc naturellement, en fait, les animaux ils finissent par se dégrader et nourrir le sol. C'est juste l'excès qui peut être un problème. C'est-à-dire que si on a du gras de jambon tous les jours à mettre dans notre compost, c'est peut-être un peu trop, quoi. Il vaut mieux peut-être donner ça au coup, dans ça. Mais oui, dans l'absolu, je suis pour le fait de mettre les matières organiques, tout ce qui est matière organique dans un compost. Allez, ça marche. Tout à l'heure, tu as parlé de la phytoépuration. Là, tu déménages en Corrèze, je suppose que tu vas faire la phytoépuration. La difficulté, c'est vis-à-vis de la loi de la phytoépuration, parce que maintenant, justement, pour que le système soit autorisé par la mairie à être utilisé pour les eaux usées, et ainsi de suite, il doit, entre guillemets, subir une certaine homologation. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc, bon, ce qui est plutôt encourageant, c'est que ça se développe et qu'ils sont de plus en plus ouverts à l'idée, et donc c'est autorisé, alors qu'à une époque c'était quasiment vraiment pas loin d'être interdit, donc c'est de plus en plus simple. Et malgré tout, effectivement, il y a des contrôles, il faut répondre à un cahier des charges qui n'est pas forcément logique. Enfin, il a sa logique, qui n'est pas forcément la nôtre de logique. Donc, effectivement, il y a ce truc-là à faire avec. Après, moi, tout ce qui est loi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire, moi, je fais ce qui me paraît être le logique. Et je sais pas forcément tout le monde. Non, mais en fait, il y a même des phrases que j'aime bien. C'est que, je sais pas, je peux mal la dire, mais en gros, quand quelque chose nous paraît... mince, comment je vais le dire, c'est ça. Il y a une phrase qui dit que si une loi nous paraît absurde ou négative, c'est un devoir que de ne pas la respecter. Donc moi je fais par exemple, là où je suis en Corrèze, j'ai le total égout, la loi m'oblige à me balancer ça dans le total égout qui va aller dans une station d'épuration et qui va polluer une rivière, parce que c'est pas efficace. Parce que l'eau en fait c'est pas du tout un bon moyen pour nettoyer, c'est juste un moyen de transporter. Donc je suis a priori, d'après ce que j'ai compris, obligé de me connecter à ce total égout. Donc je vais être connecté, je fais une station d'épuration qui sera pas forcément... Totalement, j'espère qu'on n'est pas filmé. On sera coupé au montage. Recommandation. Ouais, du coup, là, sur la question, c'est sur le compostage des toilettes sèches. Est-ce qu'il y a des particularités par rapport au compost classique? Je dirais que... Bon, ça dépend, mais si on accueille du public, à mon avis, il faut le laisser se composter minimum 1 an. Parce qu'on a tous à l'intérieur de nous une flore, une faune unique, potentiellement pathogène pour nos congénères. Du coup, s'il y a des gens qui viennent de plein d'endroits différents, ils ont tous leur diversité à l'intérieur. Et ils peuvent se propager, notamment sur un compost qui serait mal fermé. Enfin, un compost, toilette sèche, pour moi, il faut qu'il soit hermétique aux mouches. Et, voilà, parce qu'une mouche elle vient sur le compost et après elle se balade dans les assiettes et là c'est une propagation des maladies. Donc pour moi, si on a un compost toilette sèche, il faut le laisser minimum 1 an. Si on le laisse 1 an, il va subir le froid, il va subir la chaleur, il va subir le sec, l'humidité. Parce qu'un compost c'est chaud et humide, un peu comme notre intérieur, quoi. Donc il vaut mieux le laisser un peu travailler, être sûr que tous les potentiels pathogènes disparaissent avant de prendre ce truc-là et de le mettre au pied des arbres ou avant de le mettre à la portée des mouches. Donc selon moi, il faut attendre 1 an
surtout si on accueille du public. Si après on est dans un milieu hyper familial, on peut aller plus vite. Et vous l'utilisez au potager? Moi je le mets sur les arbres fruitiers parce que psychologiquement pour les gens qui viennent sur le lieu, de se dire que c'est à pousser loin, c'est plus facile. Non, une fois que c'est composté, moi je le mets comme c'est un super terreau en fait. Oui. Donc j'utilise pour tout. C'est un super terreau que je peux utiliser pour tout. Mais j'ai plutôt tendance à le mettre aux arbres comme ça. Comme ça c'est plus simple à expliquer. Ouais. Moi j'ai pas de questions, j'en profite parce qu'on est nombreux et je pense que vous êtes Catherine vite fait. Je voulais juste te remercier. J'ai pas mal commencé le jardin en regardant tes vidéos et puis ça me va bien quoi. Donc, c'est l'occasion de te dire merci. J'ai pas eu l'occasion de pouvoir t'aider financièrement comme tu le demandes des fois, mais au moins merci de m'avoir aidé pour faire mon jardin. Merci. C'est gentil. Tu fais des grands gestes. Ah, tu valides. Oui, c'est clair. Merci. Merci. Moi je vais aussi. J'adore. C'est malin. Ouais. Moi j'avais une première remarque, c'était un truc qui m'a pas collé, c'est quand on parle en fait de clonage pour les plantes, et là je rebondis sur ce qu'a dit Francis Allais, c'est que les plantes elles sont pas des clones, chaque branche est un peu différente, et deux du coup, la question c'est est-ce qu'il faut tailler les arbres ou pas quoi. Alors moi je te dirais pas ce qu'il faut faire. Donc ce que je constate moi, alors oui effectivement, quand on regarde, des fois pour dire des choses qui sont vraiment très complexes quand on approfondit, pour le transmettre dans quelques mots, parfois je simplifie. Donc effectivement, quand on s'intéresse à la génétique des arbres, on se rend compte que finalement, un arbre ce n'est pas un individu, c'est une colonie d'arbres qui ont parfois des génétiques différentes selon les branches. Mais quand même, il y a quand même une certaine homogénéité génétique qui fait qu'un pommier golden va faire des pommes golden. Il ne fera pas autre chose. C'est quand même en quelque sorte du clonage, même s'il peut y avoir des mutations selon le biotope, selon l'endroit où on le met. Donc c'est pas du clonage comme on le ferait pour un animal, mais c'est quand même une génétique très proche et très pauvre, parce qu'on prend quand même, quand on prend le pommier golden par exemple, je suis parti là-dessus, si on le multiplie par bouture, on aura quand même une génétique peu diversifiée. Si on prend ces graines qu'on les plante, on aura une génétique vraiment bien plus diversifiée. Mais malgré tout, effectivement, un arbre, ce n'est pas un individu, c'est une colonie en fait. Chaque branche, on appelle ça des colonies, je sais plus comment on appelle ça, colonies clonales. Colonies clonales. Donc ça répond peut-être un petit peu au truc, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut nuancer les propos en général. Nuancer les propos de beaucoup de monde. Et est-ce qu'il faut tailler un arbre? Moi, ce que j'observe dans la nature, c'est que personne ne taille les arbres, et c'est comme ça qu'ils sont faits pour pousser, et c'est comme ça qu'ils sont le mieux. Après, pour nos besoins personnels, c'est plutôt pour nos besoins qu'on va le tailler, c'est pas pour l'arbre. Si on taille l'arbre, c'est parce qu'on a des besoins, on a besoin qu'il nous fasse des pommes basses. On a besoin qu'il ne monte pas trop haut, parce que si jamais il tombe et qu'il tombe à la maison, ça va nous poser des problèmes. On a besoin que si c'est une haie avec le voisin, elle ne monte pas à plus de 2 mètres, parce que j'ai pas le droit de faire de l'ombre. Donc si on taille l'arbre, c'est pour combler nos besoins, et du coup c'est pas interdit de tailler un arbre. Par contre, sa forme naturelle dans laquelle il s'épanouira le mieux, c'est dans la forme non taillée, non greffée. Et une fois qu'il est greffé, il est souvent totalement dépendant de nos tailles. Un arbre greffé, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il passe son temps à essayer de se séparer de sa greffe. C'est-à-dire qu'on fait le point de greffe le plus bas possible, parce qu'on veut éviter qu'il y ait des rejets. Plus le point de greffe est haut, plus il y a potentiellement des rejets, parce qu'il veut s'en débarrasser. Et du coup, il y a tout un tas de tailles à avoir pour pouvoir le maintenir. Mais un arbre sauvage, il se portera mieux en n'étant pas taillé. Et après, on a des besoins, donc une petite dernière peut-être pour la route. Ouais. Ouais, juste par rapport à ta période de maraîchage commercial, tu disais que tu étais parti de tes 4000 m² avec du chien dent partout là. Plusieurs questions par rapport à ça. Combien de temps il t'a fallu pour avoir ce que certains appelleraient une bonne terre? Combien tu faisais de panier avec tes 4000 m²? Et puis la question un peu fourbe, qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter?
Alors là, les questions, c'est multiple. C'est sur ma période maraîchage commercial. Sur 4000 m², donc je faisais du maraîchage commercial. Question 1, combien de temps pour avoir une bonne terre? Question 2, combien de paniers? Question 3, pourquoi j'ai arrêté? Voilà. Alors, question 1, pour avoir j'avais une meilleure terre 6 mois après. Et chaque année, elle était de mieux en mieux. Et j'ai envie de dire qu'au bout de 3 ans, elle était plutôt bonne sur l'ensemble du jardin. Après, il y a des allées où je piétine, elle était dégueulasse quand même. En tout cas, les zones que j'ai cultivées, selon moi, la terre était très bonne au bout de 3 ans. Mais elle était déjà mieux au bout de 6 mois. Combien de paniers ça dépend. Mais parce qu'il n'y avait pas, c'était pas un système comme une AMAP où on s'engage. Donc c'était variable et j'ai arrêté janvier, février. Des fois décembre. Donc j'ai arrêté 3 mois dans l'année. Le reste du temps, j'avais entre 20 et 30 paniers. Les paniers, je ne me rappelle plus exactement du prix, je crois qu'ils étaient à peut-être 25 €. Après, moi, ma façon de faire, c'était d'être. J'étais autonome en alimentation, donc pas de frais d'alimentation, et je réduis également mes besoins en argent. C'est-à-dire que c'était carrément suffisant. Après, moi, pourquoi j'ai arrêté? Parce que je me suis rendu compte que la vente, ça me plaisait pas. C'est-à-dire que j'adorais faire pousser des végétaux, mais tout ce qui était vente, c'était pas mon truc. J'étais plutôt ce qui me plaît en fait, c'est de faire en sorte que les gens deviennent autonomes et sachent faire des choses. Donc quand ils venaient chez moi m'acheter des tomates, je leur disais, vous coupez la tomate, vous gardez les graines qui est à l'intérieur, vous les plantez chez vous, vous verrez, c'est des super tomates, je les sélectionne, elles sont résistantes à tout, vous n'avez plus besoin de venir m'en acheter. Quoi. Et du coup, c'est ça qui me plaisait. Donc je me suis vite orienté vers la transmission et la formation. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté. J'ai plutôt fait en sorte de faire de la transmission plutôt que de la commercialisation. Et puis il y a un proverbe qui dit que, je ne sais plus si c'est chinois ou africain, ça dépend des citations, qui dit que quand une personne a faim, si on lui donne du poisson, on le nourrit pour la journée, si on lui apprend à pêcher, on le nourrit pour la vie. Donc je préfère vraiment faire ça, même si maintenant pour le poisson c'est plus valable parce qu'il n'y en a quasiment plus. On va arrêter de les pêcher. Mais en tout cas, je préfère faire la transmission et faire en sorte que les gens soient autonomes. La dernière des dernières. C'était juste pour préciser 20-30 paniers semaine, je suppose. Oui. Oui, d'accord. Oui, je ne l'ai pas précisé, ça en tout. Ouais. Bon, mais tu veux. Conclusion, t'as une conclusion? Un clac-clac? Clac-clac. Ouais, merci beaucoup. Merci. Venu aussi. Ouais, c'est clair. Ça nous a fait plaisir de vous accueillir. Et donc on fait un permacool. Comme ça là. Alors, juste avant de finir on finit cette conférence en annonçant notre prochain événement. C'est la conférence qu'on va mener le jeudi 23 novembre, 19h, à la Manufacture des Tabacs. Donc c'est la salle de conférence de la Manu. Qui sera donc porté par Jean-Philippe Baudouézy, qui a créé l'éco-centre du Bouchot en Sologne. Voilà. Il nous fera le plaisir de cette rencontre en fin de mois. Voilà. Je veux dire quelque chose. Oui. Je trouvais que la manière dont tu répondais avec le ça dépend, c'est pas anodin pour moi, ça va à l'encontre de la monoculture de la pensée. Il y a plein de possibilités, ça dépend de chacun, ça dépend du contexte. Il n'y a pas une question, une réponse. Voilà, ça dépend qu'elle est rigolo, mais pas anodin. Bon. Alors, un petit clap pour acter la fin de cette conférence. Super. Merci.